L'hypnose est vraiment en train de prendre sa place dans le champ des communications qui induisent un changement avéré qui peut se mesurer par des prélèvements sanguins, par des scanners et différentes sortes de choses. Alors vous connaissez le principe, l'hypnose des chamans avant a toujours fonctionné sans qu'il y ait de scanner ni qu'il y ait d'examen de résultats de prélèvements sanguins. Mais aujourd'hui, voilà, on avait peut-être besoin de ça pour finir de réintégrer l'hypnose dans le champ des pratiques encore relativement surprenantes, mais de plus en plus explicables. Erickson recevait une personne qui était dans tous ses états, qui était au bord de je ne sais quelle crise ou en plein dedans, et Erickson, quand vous prenez bien la peine d'écouter les audios crachotants et les vidéos absolument d'époque qui restent de lui, plus les nombreux écrits à son sujet, vous vous rendez compte que très souvent, au bout de 10, 15, 20, 30 minutes, s'il ne faisait pas des lévitations inversées, des catalepsies, et il mettait la personne dans tous les sens, il discutait, il écoutait, il racontait des histoires. Et moins l'histoire avait à voir avec la problématique du patient, et plus c'était efficace en profondeur. Et les gens sortaient de chez lui, se demandaient ce qu'ils étaient venus faire chez ce vieux monsieur un petit peu radotant, et quand ils rentraient chez eux, il fallait que leur entourage leur fasse, pas immédiatement, mais dans les jours ou les semaines qui suivent, il fallait que leur entourage leur fasse remarquer que quelque chose avait changé, qu'ils avaient changé, parce qu'eux-mêmes, c'est tout juste, ils le remarquaient. À tel point, ce changement induit par les suggestions camouflées rentrait dans quelque chose de très naturel. Ça permettait à la personne d'effectuer le changement dont elle avait besoin pour se réadapter à un environnement qui avait changé. Quand nous nous définissons en tant qu'humains, nous nous rendons compte que, quelles que soient nos expériences, nos cadres expérientiels, nous sommes en interaction permanente, en adaptation permanente à un environnement perpétuellement changeant. Si je devais résumer ce que m'ont appris tous ces cursus, c'est, voilà, je passe d'un environnement à l'autre, je passe de ma vie de couple à ma vie professionnelle, de ma vie professionnelle à une soirée en famille, de ma journée de boulot en soirée avec des amis, ensuite je suis en contact avec moi-même, je questionne un peu si je vais bien et tout, ensuite je suis de nouveau en interaction, je suis en interaction permanente. Je suis en interaction avec le banquier qui me convoque pour un entretien, ou je suis en interaction avec la boulangère qui me dit qu'elle n'a plus de pain au chocolat le matin. Et, enfin bref, c'est d'interaction en interaction. Soit j'ai les moyens d'interagir, soit je ne les ai pas. Soit ce que je vis répond à mes attentes, soit ça ne répond pas à mes attentes. Soit je suis calé sur ce qui se passe, soit je commence à me décaler. Mais je suis fondamentalement, toutes les cellules de mon corps, toute cette intelligence qui est à bord, cherche sans cesse à me permettre de rester adapté à une réalité qui évolue, qui change et qui évolue sans cesse. Voilà pourquoi on aime des fois que les choses restent un peu stables et qu'on puisse se dire ça, au moins ça ne change pas. Et après vous avez Albert Einstein, de son nom, qui vous dit la seule chose dont on puisse être sûr, c'est que tout change tout le temps. Merci, et on continue. Donc, on a une unité de traitement ici d'information qui est extraordinaire. Alors j'ai plongé ensuite dans la neurologie. Je me suis dit, le cerveau, c'est génial, ça explique tout. Quand vous lisez Bandler, Un cerveau pour changer, et puis vous passez un petit peu chez des neuroscientifiques, vous dites, c'est bon, on a trouvé la source, c'est là que ça se passe. Alors vous plongez un petit peu en neurosciences, traitement de l'information, la nociception, la douleur n'est qu'un message. Ensuite, c'est la répercussion de la douleur sur le plan émotif, sur le plan émotionnel, qui génère des tas de problèmes, etc. Vous plongez là-dedans. Alors, vous pouvez très bien ne plus jamais en sortir. Ou alors, un jour, vous pouvez vous dire, il manque une dimension autour de tout ça. C'est juste des neurones, c'est juste des fentes synaptiques dans lesquelles se déroulent des échanges électrochimiques absolument impensables, des trucs qu'on n'a pas encore fini de découvrir à fond, pourquoi ça fonctionne comme ça et pas autrement. Puis on commence à baser ces raisonnements sur la sérotonine, les gens vont mal maintenant parce que les jours diminuent, on commence à avoir nos dépressions saisonnières, voilà, ça s'explique, on connaît. On cherche l'adrénaline, ses méfaits, la noradrénaline, voilà, on se dit, voilà, là on a la base de tout ce qui se passe au niveau comportemental, relationnel et communicationnel. Mais c'est très vite une impasse. Parce que l'humain a une particularité aussi, c'est de transcender ses expériences. Donc on peut pas rentrer à fond dans les cellules, dans les échanges et tout. Il y a un moment, tout ça doit avoir un sens, tout ça doit s'inscrire dans un cadre, et tout ça doit aller dans le sens d'une évolution qui est plus ou moins celle qu'on désire avoir. Donc là, le cerveau, tout d'un coup, on est un peu en panne.
au niveau transcendance. On n'a pas encore tout à fait trouvé. Il y a bien la glande pinéale, il y a bien un corps pituitaire, il y a un truc qui se joue là, à ce niveau-là. On cherche le neurone divin, on cherche la connexion avec l'au-delà, bref. Là, j'extrapole un petit peu. Mais on se dit, attends, c'est pas dans le cerveau que ça se passe. Comment est-ce qu'on vit ces branchements à la conscience? Merci Jung qui avait déjà dit, il y a quand même pas mal de temps, l'inconscient collectif, on y puise, on y met des choses, on y puise des choses. C'est quoi ce truc? C'est quoi la fréquence? Quand j'allume ma radio, je mets sur quelle fréquence pour capter l'inconscient collectif? On m'a jamais donné la fréquence. Puis on me dit, mais tu fais de la méditation de pleine conscience, et tu verras, ça vient. Ah ouais? Bon, alors, la méditation, j'en fais depuis un moment. Je capte éventuellement ma fréquence, je me dis des trucs. Et puis comme le dit l'adage en communication interne, nous avons tous un grand dialogue intérieur, mais parfois on a besoin d'une aide extérieure pour pouvoir dialoguer de nouveau correctement avec soi-même. Donc de fil en aiguille, on rencontre des communicateurs, après on rencontre des chamans, des Thierry Hansen qui ont été chirurgiens et puis qui font du chamanisme maintenant, on rencontre des quanticiens, on participe à des séminaires de psychothérapie de médecine quantique, où on vous dit c'est du chaos qui s'organise en permanence pour rester stable, on vous dit tout est information, et c'est juste du traitement de l'information, et là votre cerveau se remet à sa vraie place. Et la PNL permet quand même un petit peu de comprendre des choses sans devenir neuroscientifique. C'est long. On se rend compte que c'est juste une unité de traitement d'information qui nous permet de rester en adaptation à notre environnement perpétuellement changeant. Et la PNL simplifie les choses pour qu'on puisse y accéder. On rentre des choses par les yeux, par les oreilles, par le nez, par la bouche, par le tactile. On rentre aussi des choses par d'autres canaux qui ne sont pas toujours décrits. Les gens qui sont obligés de bouger pour apprendre, qui font les 100 pas en ressassant leur cours, ils ont besoin de bouger pour acquérir. Ce sont des proprioceptifs. Vous avez des gens, ou des idéomoteurs. Pas des idiomoteurs, des idéomoteurs. Attention, je parle vite, des fois il faut que je fasse attention à ma prononciation. Donc, toute cette sorte de choses pour vous dire que je suis en train de vous parler un petit peu de la matière qui va nous amener à l'hypnose. En toile de fond, il y avait éventuellement mon cursus. Mon cursus, il a commencé quand j'avais 19-20 ans. J'en ai 55, il n'est pas fini. C'est pas très encourageant, ça, si vous voulez vous inscrire à une formation. Ça fait réfléchir. Valérie, t'aurais dû dire qu'on signe pour 40 ans. C'est marqué où sur le contrat qu'on en a pour aussi longtemps? Non, c'est une démarche personnelle, c'est un plaisir. Et vous vous rendez compte que c'est une dimension dans laquelle on ne peut jamais s'asseoir sur des acquis. Ma neurologie, je me souviens, on était encore totalement sur cerveau gauche, cerveau droit. Le rationnel, le rêveur, etc. On a complètement démonté cette histoire. Il y en a qui s'y accrochent encore, mais on se rend compte qu'on est en train de partir vers un cerveau global, avec une zone périphérique, qui est le néocortex, qui est ce qui nous différencie enfin des mammifères, nos frères, auxquels on ressemble encore beaucoup par moment, et on se rend compte que toutes ces informations qu'on doit traiter, on en a de plus en plus, ça circule de plus en plus vite, on a l'impression d'en avoir de plus en plus besoin, ça nous coule par les oreilles au bout d'un moment. Donc le cerveau doit s'adapter à ce traitement d'informations, nous sommes des mutants. L'hypnose, c'est une forme de mutation passagère, mais sur la durée, nous sommes des mutants. Nous venons en paix. Si on mute, c'est bien parce qu'il faut de temps en temps qu'on transforme quelque chose pour continuer à s'adapter à notre environnement. C'est la preuve basique chez les darwinistes, entre autres. Donc, le cerveau mute. Les gens qui font des autopsies des cerveaux se rendent compte que là, sur une dizaine, quinzaine d'années maintenant, il y a un épaississement progressif du néocortex. Ça veut dire que le cerveau est en train de se configurer. Et ça c'est une entrée en matière avant de parler purement d'hypnose, c'est une entrée en matière du champ qui amène à reconsidérer l'hypnose comme une connaissance presque nécessaire, une évolution dans ce que vous désirez faire évoluer, et éventuellement une profession si vous l'utilisez comme outil au quotidien. Donc on est sur quelque chose qui correspond à un nouveau paradigme. Parce que si le cerveau change, parce que beaucoup d'informations sont en train d'être apparemment nécessaires et que le cerveau doit les traiter pour rester adapté, donc il se fait pousser des nouvelles composantes. Il y a des zones qui sont en train de tomber petit à petit en désuétude, qui sont presque obsolètes, et d'autres zones qui étaient un peu désactivées, puis qui commencent à se montrer. Jusqu'en 2005, on ne savait pas ce qu'étaient les astrocytes. Les astrocytes, ce sont des neurones en forme d'étoiles, c'est pour ça qu'on les a appelés des astrocytes. C'est-à-dire que quand ils se développent, ils ont plusieurs, ce n'est pas juste un axone, ils ont plusieurs bras, un peu comme une étoile de mer. Et puis par contre, on n'a toujours pas compris un truc. C'est que les astrocytes, on savait même pas qu'ils étaient là. Et puis quand on s'est rendu compte avec les images, les IRM de plus en plus précis, on s'est rendu compte qu'il y avait ces drôles de trucs tapis dans les coins. Ils s'activent. On ne sait pas vraiment encore pourquoi.
à des moments précis de nos vies. Ils s'activent, ils se réveillent. C'est comme des agents dormants. Tout d'un coup, on les appelle, on dit c'est le moment, exécute ta mission. Et là, ils se font pousser des axones et ils vont mettre des petites connexions dans les fentes synaptiques avoisinantes. Et puis ils viennent réguler. Là, il y a un peu trop de dopamine, là, il n'y a pas assez de mélatonine, là, il faudrait peut-être faire une recapture de la sérotonine, là, il faudrait juste se protéger d'un surcroît d'adrénaline. Ils bidouillent un petit peu les mélanges chimiques, ils se rétractent et ils se rendorment. Et là, les scientifiques se disent, qui donne l'ordre à ces machins de se mettre en marche? Et puis derrière, il y avait tout de suite les hypno-neuro qui disent, est-ce qu'on pourrait, par l'hypnose, stimuler l'activation des astrocytes? Puisqu'apparemment, ce sont des régulateurs. Donc ça date de 2005, on est en 2015, ça fait 10 ans, mais pas encore vu de papier qui dit, voilà, c'est ça qui déclenche le réveil et c'est ça qui déclenche le rendormissement. On ne sait pas. Alors vous avez toujours des mystiques dans la bande. Ils disent, c'est le neurone de Dieu. C'est activé par quelque chose de supérieur. Ok. Toutes les croyances, du moment qu'elles rendent les gens heureux, toutes les croyances sont bonnes. À partir du moment où ça commence à rendre des gens malheureux, ça se remet en question. Donc pourquoi pas? Mais c'est assez mystérieux. Donc on part sur Mars bientôt pour faire fondre l'eau là-bas et puis commencer à faire des colonisations. Quand on aura pourri la Terre, on ira sur Mars. La science-fiction se réalise, mais il faudrait peut-être juste qu'on explore encore vachement la planète interdite qui est là-haut. Parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe dans notre tête et pourquoi ça se passe. Donc maintenant, arrivons à ce qui vous a amené ce soir dans cette salle, l'hypnose. Je vais redire ce que je dis à chaque fois. Si vous enlevez le « e », il y a des gens ici qui ont suivi des cours, qui ont lu des livres, et qui savent. Donc ceux-là ne disent pas tout de suite ce qu'ils savent. C'est le nom de quelqu'un, ça. Vous savez le nom de qui? On prononce à la grecque « hypnos ». Hypnos, c'est le dieu grec du sommeil. Alors vous voyez ce qu'on traîne encore comme couche. Dormez, je le veux. Voilà, quand on parle d'hypnose, c'est je vais dormir. Pas vraiment. Ce ne sont pas les mêmes ondes cérébrales, ce ne sont pas les mêmes tracés à l'électroencéphalogramme. Vous avez l'impression, de l'extérieur, on peut croire que vous dormez. Comme vous, si je vous tiens comme ça pendant 1 heure, je vais peut-être croire que certaines personnes dorment. Mais non, elles sont en état de conscience naturellement modifié. Déjà même au bout de 20 minutes. Peut-être même avant, parce qu'on est en fin de journée. Donc tout ça est naturel. Nous, on aimerait mettre à la place E-C-M-N. J'ai pas de feutre, c'est pas grave. J'écrirai moins, je parlerai plus. État de conscience naturellement modifié ou modifié naturellement, à choix. Ça, c'est le nom qu'on utilise quand on est en labo. Mais c'est un peu long pour le public. Alors on continue à dire hypnose. Et on assume le karma du dieu grec du sommeil. État de conscience naturellement modifié parce qu'il y a déjà ici un choix. Si vous venez en cours, la première matinée, on passe un petit peu de temps sur donner des connaissances nécessaires parce que les gens qui viennent se former, on va les cuisiner après à l'extérieur. Ah ouais, t'apprends l'hypnose? Ah ouais, tu fais un cours d'hypnose? Ah, tu peux m'hypnotiser? Ah bon, vous faites quoi? Truc classique. Si vous dites ça en soirée, c'est foutu. Hein. Il faut une démo, vous devez coincer les gens entre 2 tables, vous devez faire des trucs incroyables. Donc, commencez à savoir assumer une certaine discrétion. Ouais, je me forme aux neurosciences. Assumez de dire que vous faites une formation en hypnose. Donc, on aimerait dire état de conscience naturellement modifié, on dit hypnose. Ce qui se passe, c'est que on a pris le choix d'être plutôt dans la continuité de l'école dite de Nancy. En hypnose, il y a des ancêtres, je pense assez lointains. On a découvert un bas-relief égyptien où apparemment il y aurait une personne qui parlait à une autre ou qui faisait un geste, puis la personne était posée, et puis derrière elle, il y avait une sorte de double comme ça qui sortait. Alors on peut interpréter ce qu'on veut. Des gens ont dit, voilà peut-être quelque chose qui était une sorte d'induction, et puis l'autre sortait se balader ailleurs. Alors après on vous dit, est-ce qu'avec l'hypnose on peut sortir de son corps? Je dirais oui. Ça se voit pas, mais je dirais oui. Puisque quand je suis parfois, j'étais à votre place souvent, beaucoup, plein de fois, avec des tas de gens différents, des très passionnants, et puis d'autres parfois un peu moins. Et puis je décrochais, je faisais comme tout le monde. Si je devais finir de rendre un travail, si je devais réfléchir à un truc qu'il fallait que je résolve, si j'avais oublié d'envoyer un message, et puis je me disais, il faut pas que j'oublie d'envoyer le message demain matin, je suis devant la personne qui parle, qui croit que je suis là, je hoche la tête, j'écoute, je montre tous les signes de l'attention,
Mais en fait, je suis à 60 km de là en train de faire complètement autre chose. Donc oui, avec l'hypnose, on sort de son corps. Mais ça ne se voit pas. C'est pas inquiétant, parce qu'on garde l'impression que la personne est là devant nous. Sauf si tout d'un coup on la pique avec une aiguille ou on la pince et puis il n'y a plus de réaction. Alors ça, c'est déjà un stade un peu plus avancé en hypnose. On aimerait tous savoir créer cet état, mais c'est pas vous qui le décidez, c'est l'autre en face qui accepte de rentrer en hypnose profonde. Ça, c'est assez saisissant. Quand on fait le séminaire sur la douleur, on peut parfois s'amuser à désactiver, à analgésier ou anesthésier une main, et puis du coup, vous pouvez pincer un truc qui fait aïe quand vous êtes vigile, parce que ça fait quand même assez mal de tourner la peau comme ça. Quand vous avez quelqu'un qui met sa main en transe, sur induction, vous pouvez carrément faire un 12 heures, vous pouvez faire le tour du cadran, vous prévenez la personne qu'elle ne vous tape pas parce que ça lui fait un bleu, après elle garde la marque pendant 2-3 jours. Il y en a même qui le font avec l'ongle. C'est sadique parfois l'hypnose, faut le savoir. Hein. On teste. C'est interdit d'ailleurs aux psychopathes et aux sadiques normalement à l'entrée, mais on n'arrive jamais à tous les filtrer. Donc il y en a, c'est carrément, il y a la marque rouge. Et puis la marque, elle reste. Mais si vous savez instantanément mettre votre main en hypnose, ça sert quand même beaucoup dans les hôpitaux, ça sert quand même beaucoup pour gérer la douleur, c'est comme une anesthésie de surface. Et c'est stupéfiant. Et vous avez même une personne qui a les yeux ouverts, qui est en train de se rendre compte de ce qui se passe, elle est vigile, sa main est en transe, elle est en train de regarder ce que vous lui faites, et elle dit « mais je sens rien ». Et c'est là qu'on commence à se poser des questions. Ça redevient occulte. Il y a un pouvoir. C'est pas normal, docteur. Ah si. Si. Mis à part que chez Erikson, vous allez vous rendre compte que, je vais revenir sur l'école de Nancy, parce que c'est l'école dite naturaliste par rapport à la Salpêtrière, qui était l'école dite pathologiste. Chez Erikson, on respecte totalement la volonté de la personne, l'autorisation de la personne de rester en transe légère, d'aller en transe moyenne, de poursuivre en transe profonde. Ce n'est pas l'inducteur qui décide de forcer. Sinon, c'est de la contrainte. Et Erikson a mis une chose, en tout cas dans sa pratique, il a mis une chose au sommet de son art, c'est le respect total du mandat donné par son client. Voilà pourquoi on est extrêmement précautionneux, on met des fusibles, on est extrêmement dans la bienveillance, on est parfois même trop délicat. Olivier Perrault, le patron de l'Association française Nouvelle Hypnose, lui il appelle ça de la caressothérapie. Et ton inconscient qui va prendre soin maintenant de la façon dont le conscient génère une solution ou deux, pendant que la partie de toi qui évolue tranquillement sans que tu penses. Voilà. Et puis c'est de l'hypnopompe comme ça pendant 45 minutes. Il faut avoir du bagou, il faut boire de temps en temps, et puis il faut se dire c'est une façon de faire de l'hypnose, mais il y en a d'autres. Et puis on a toujours peur qu'on nous réveille notre patient, quelque part. Qu'on nous réveille notre client. En formation, c'est souvent comme ça. Vous avez 4-5 salles de formation, hein, il y a une vingtaine de personnes. Bon, moi j'ai connu des salles où il y en a 80, et puis il n'y a pas le choix. Quand on fait un exercice d'hypnose, les voisins se tournent l'un vers l'autre, et puis dans le brouhaha général de la même pièce, personne ne bouge et on fait de l'hypnose. Bon, l'air, il vous emmène sur le terre-plein d'une autoroute californienne, avec 6 voies d'un côté, 6 voies de l'autre, des trucks qui klaxonnent et tout, puis vous êtes au milieu des cannes de coca et des papiers gras, de hamburgers et tout, puis vous devez faire de l'hypnose. Ou dans un hall d'aéroport au moment du départ ou de l'arrivée. L'hypnose, c'est pas fait de... Et quand en formation, on voit la précaution des gens, ils se mettent dans une salle immense avec 30 sièges, personne ne rentre. Chut. Et si jamais moi, je viens, le parquet craque, je viens juste regarder si ça se passe bien, je me fais foudroyer du regard. Mais c'est normal, il faut bien commencer, je l'ai fait aussi. Tu vas rentrer en hypnose. Et après, on se rend compte qu'on peut parler à voix haute, on peut avoir une personne dans un siège comme celui-ci, là, avec les yeux ouverts, et puis avec un bras qui est en train de gentiment répondre aux suggestions, le swan, col de cygne, et puis cette main qui a une bonne raison de petit à petit se tourner, s'approcher du visage, parce que la personne aimerait un éclairage, un éclaircissement. L'éclairage, j'en ai plein là, un éclaircissement, une résolution, une réponse, une information qui lui est nécessaire. Et puis on lui dit, ben écoute, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur, simplement tu n'as pas l'accès, alors on va laisser l'inconscient utiliser ta main, et quand le doigt va rentrer en contact avec une partie de ton visage, sans chercher à savoir, sans contrôle, sans rien, c'est totalement naturel, peut-être que l'insight viendra au moment où tu sentiras le doigt qui touche la tempe, ou qui touche le nez, ou qui touche la joue. Puis la personne est là, elle vous regarde, elle dit, ah bon, ouais, ok, peut-être, et elle ne peut pas empêcher sa main d'exercer cette rotation, le doigt de venir répondre à la suggestion, parce que la partie ici est en transe, et puis le reste ne l'est pas. Puis quand ça touche, pouf, vous avez une sorte de court-circuit, comme ça,
Et puis après, vous pouvez demander à la personne, ok, tu peux le dire, tu peux le garder pour toi, il s'est passé quelque chose ou rien. Ton conscient peut-être le sait ou pas, et c'est ton inconscient qui se charge de traiter la réponse. En hypnose directe, on veut du résultat, on veut de la réponse. En hypnose ericksonienne, on part du principe que ce qui doit se faire se fait, nous on suggère et c'est l'autre qui dispose. C'est ce qui fait que c'est parfois ingrat. Vous aimeriez bien avoir du feedback. Alors on s'en montre régulièrement, quand on en a 1 sur 20, on est tout content. Oh t'as vu, ça a marché, il m'a envoyé un message, il va mieux, elle va bien, elle a eu un bébé alors que ça fait 8 fois qu'elle essaie une fille et qu'elle se pensait infertile, ça y est, elle est enceinte. Oui, ça va loin. Moi j'ai plein d'hypno-bébés dans mon catalogue, avec des maris un peu suspicieux qui disent « Vous faites de l'hypnose ?» Ah oui, madame est venue me voir, on a discuté un petit peu de la chambre de bébé là à l'intérieur et tout, voilà. Et puis ça arrive. Il reste toujours une suspicion. Pourtant, éthique, droiture, je vous promets, c'est juste de l'hypnose. Mais il y a quelque chose qui était bloqué, et puis du coup, la personne a trouvé le moyen de dire ça suffit, j'ai plus envie de ce blocage, on pourrait passer à autre chose. C'est le côté inexplicable de l'hypnose qui fait que ça garde encore un peu de mystère. Alors moi, je ne suis pas là ce soir pour lever le mystère, je ne suis pas là pour... Je sais pas, si ça garde encore un petit aspect, combien de fois entend-on le mot, si ça garde un petit aspect magique, c'est toujours pénible quand vous voyez, je ne sais pas qui, Copperfield, il commence à dater maintenant, mais quand vous voyez ces mentalistes ou ces prestigitateurs qui vous font disparaître un pont, une locomotive, un avion, c'est quand même autre chose qu'un lapin qui sort du chapeau, on est d'accord. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'hypnose collective. Ils ont un nom, c'est pas possible. Il y a toujours un truc, et quand on vous explique le truc, il y a quelque chose qui change dans la vie après. C'est comme le jour où on dit que le Père Noël n'existait pas. Le lapin de Pâques non plus. Le marchand de sable. La petite souris des dents. C'est dur d'apprendre que ça n'existait pas. Ben voilà, l'hypnose, on est obligé de dire aux gens, non, vous savez, c'est juste une façon d'envoyer des messages, le cerveau les traite, et puis du coup il est moins inquiet. Il y a moins de défense, il y a moins de résistance. Parce que c'est vous qui pilotez l'histoire. Pour introduire encore un peu plus Erickson, une des plus belles choses qu'il disait, c'était, vous savez, à ses étudiants et autres, aux gens qui voulaient savoir ce qui se passait chez lui, il disait, vous savez, il n'y a pas de don, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a rien, il n'y a pas de prise de contrôle de l'esprit de l'autre, toutes ces salades-là, non. C'est une personne qui veut, elle vient vous voir parce qu'elle veut vivre une expérience appelée hypnose. C'est une personne qui veut absolument essayer quelque chose qui va lui permettre enfin de changer. Donc elle est déjà plus ou moins d'accord. Si votre tête lui revient, ça va se faire. Si votre tête lui revient pas, c'est difficile, l'hypnose. Si vous engendrez de la peur, si vous engendrez de l'anxiété, ça se rajoute à la peur, à l'anxiété, aux résistances déjà existantes. Donc vous ne devez pas systématiquement montrer patte blanche et puis passer un quart d'heure à dire que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un d'éthique, quelqu'un de respectueux. Non, c'est pas ça le but non plus. Ça se fait ou ça ne se fait pas, c'est une histoire de quasi seconde au niveau détection et synergologie et tout le reste. Donc on va proposer à la personne un cadre de sécurité suffisant pour qu'elle vive en toute sécurité une expérience d'auto-hypnose qu'elle est venue chercher. Ça, c'était ce qu'Erickson disait, alors que lui, en fait, dans un hall d'aéroport, un étudiant venait vers lui pour l'accueillir à la descente de l'avion. Il le voyait arriver, il était avec son groupe de potes, le type arrivait. Au moment où il lui tendait la main, il se baissait pour refaire son lacet, il lui disait « Pas grave, attendez, regardez juste l'heure qu'il est, dites-moi juste l'heure qu'il est pendant que je refais mon lacet, puis gardez les yeux bien sur la montre parce qu'il est important qu'on soit... » Il lui faisait une petite suggestion vite fait, interruption de pattern. Quand il se relevait, le type était comme ça avec les yeux dans le vide. Là, on se dit, mais Erickson faisait quand même autre chose que de l'hypnose, c'est pas possible. Et il y a plein d'anecdotes comme ça qui sont rapportées par les gens qui ont travaillé avec lui. C'était un rusé, c'était un humoriste aussi, mais c'était quelqu'un qui vraiment avait une détection extrêmement fine de tout ce qu'il lui fallait pour savoir exactement quoi dire au moment où il fallait le dire. Donc, dans la salle, qui est familier de Milton Erickson, qui a lu quelque chose, qui a déjà entendu parler de lui, hormis les gens qui ont fait une formation? Formé ou usager de l'hypnose? Ou juste curieux? ASE? Praticien? En formation. 4? 5? Je peux te considérer formé quand même. T'as lu des trucs. Alors pour les autres, Erickson, né en 1901, décédé en 1980, famille relativement pauvre, une époque un petit peu rude, pas du tout haute bourgeoisie de colons américains,
Ericsson était d'une fratrie de 9 enfants. Je crois que c'était le Wisconsin au départ, ou c'était après quand ils sont installés. Une ferme, un père qui a cherché des fortunes diverses et variées pour avoir un peu de sous pour nourrir ses 9 enfants. Et puis Ericsson qui est né avec pas mal de choses congénitales, une dyslexie qui s'est révélée plus tard, il était daltonien, il était amusical, il n'avait aucune perception des rythmes et des tempos au niveau de la musique, et différentes choses réjouissantes qui le laissaient quand même déjà un petit peu sur la bande. Donc Ericsson grandit, travaille à la ferme, à cette époque-là l'école on oublie. On élève les gamins et dès qu'ils sont assez costauds, ils commencent à porter quelque chose. Donc il vit cette vie un petit peu dure, de quasi-pionnier américain, et de fil en aiguille, quelques déboires de santé, une certaine fragilité, les parents se déplacent, et les voilà installés dans une ferme, et à ses 17 ans, il contracte la polio. Il se fait, alors il l'a fait sur les grandes longueurs, un sale virus, vraiment une forme sévère, qui le laisse raide. Imaginez la médecine de 1918, qui n'est pas la même que celle d'aujourd'hui, et les médecins se concertent, il perd son tonus musculaire, il a du mal à récupérer, la rééducation, tout ça on oublie, ça n'existait pas, en plus dans ce milieu rural. Et un soir, il entend un médecin discuter sur le pas de la porte de la chambre avec ses parents et de dire, dans l'état dans lequel il est, le cœur va s'arrêter, les poumons vont s'arrêter, il va y avoir quelque chose, je suis même pas sûr qu'il se réveille demain matin. Il risque même de mourir pendant la nuit. L'histoire dit que Ericsson, entendant ça, demande à sa mère de placer son lit face à la fenêtre de façon à voir le soleil. Et puis, il s'est dit dans sa tête qu'il verrait le soleil se lever le lendemain matin. Alors, il ne l'a pas vu, il a plongé dans un coma pendant la nuit, assez profond, il y est resté 3 jours. Donc effectivement, on pensait qu'il était en train de s'en aller, qu'il avait débranché, qu'il allait mourir. Au bout de 3 jours, il sort de son coma. Le problème, c'est qu'il sort complètement paralysé. Une sorte de locked-in syndrome, il bougeait plus. Il fallait tout faire avec lui. Il y avait juste les paupières, quelques tout petits mouvements oculaires, etc., mais totalement paralysé. Donc, on se dit, ben voilà, on va l'installer dans son lit, dans son fauteuil, on va le nourrir, on va s'occuper de ce garçon jusqu'à ce qu'il s'en aille. Et puis ça a pris du temps. Il n'y avait pas de moyens, il n'y avait rien qui était mis en place pour ce genre de choses. Donc Ericsson a passé des journées à regarder la vie autour de lui, à écouter, à développer des perceptions d'une façon extrêmement aiguë. Il a regardé sa dernière petite sœur apprendre à marcher. Il a regardé les efforts qu'il faisait. Il était donc entre ses 17 et ses 18 ans et il était déjà en train de faire de l'observation clinique extrêmement intense, de comprendre les mécanismes d'adaptation, les stratégies de développement, les stratégies d'atteinte d'objectifs, la gestion des frustrations. Il a pu reparler de ça après sur la base de ce qu'il avait observé pendant cette paralysie totale de 17 à 18 ans. Et lui, sur lui-même, il a passé des journées, vous vous rendez compte, on le levait le matin, on l'installait dans un rocking chair sur le deck là, de la maison, et il n'avait rien d'autre à faire que de rester là. Donc il écoutait tout ce qui se passait dans son corps. Il était à l'affût du moindre micro-mouvement. Il était donc en auto-hypnose quasi permanente. Et puis l'histoire dit qu'un jour, alors que rien ne présageait ça, ne laissait présager ça, un jour, vous voyez les rocking chairs traditionnels américains, comme ça figurait dans tous les westerns, un jour, il était là, allongé, dans sa catatonie poliomyélitique, et le fauteuil a commencé à osciller. Il n'y avait pas de vent, personne n'a poussé le fauteuil a commencé à osciller. Et ça a été le début de l'autosuggestion hypnotique intensive de Milton Erickson. C'est-à-dire qu'il s'est dit, j'ai fait bouger le fauteuil. Il s'en est persuadé. Et il a essayé de reproduire le mouvement. Ça a pris des semaines. Il était en lien avec chaque partie de son corps, avec chaque fibre musculaire de son corps. Et il envoyait des impulsions. Il essayait d'induire quelque chose. Il suggérait à des parties de son corps de lui envoyer un retour, un feedback, de se mettre en mouvement. Et il a fait rebouger le fauteuil consciemment. Et de jour en jour, de semaine en semaine, il a eu une réponse un jour au niveau du pied. Il y a un orteil qui a bougé. Il a continué sur la lancée. Il a dit, passe le message à ton voisin, demande à ton voisin de faire la même chose. Et ainsi de suite. Il a pu bouger les orteils, il a pu bouger un pied, l'autre pied, les jambes. Et petit à petit, il est remonté comme ça, jusqu'à ce qu'il puisse se redresser avec des béquilles et commencer à marcher. Donc c'est presque légendaire. Des histoires comme ça sont là, effectivement, pour... C'est du vrai, mais c'est peut-être parfois un peu enjolivé.
Et toujours est-il que, amoindri, affaibli, fonte musculaire, pour le travail de la ferme, il était cuit. Vous ne pouvez pas compter sur ce gaillard pour travailler à la ferme. Alors il a commencé à envisager de faire autre chose, mais il ne savait pas trop quoi. Et puis pour finir sa rééducation, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de physio, il n'y avait pas d'ostéo, il n'y avait pas tout ça, il a pris un canoë, il a pris $5, il a pris des vivres, il est parti avec son canoë, et dans cette région-là, dans le Wisconsin, il y avait 4 lacs. Il est parti 1 mois. Il est revenu au bout d'1 mois, avec les $5 dans la poche, avec le canoë sur le dos, et il s'était refait toute sa musculature. Et il a décidé de faire médecine. Et ensuite, de fil en aiguille, il a pu travailler avec des gens qui étaient en train d'étudier justement les effets de l'hypnose. Il y avait déjà Charcot à la Salpêtrière, Freud qui s'était intéressé à la communication hypnotique au début 1900, avant de la condamner parce qu'elle était trop directive, trop suggestive à son goût. Donc il a commencé à expérimenter, il a fait sa médecine, il a pratiqué en tant que psychiatre, il a commencé à avoir... on est ensuite très vite dans les années 30-40, il a vu arriver les traumatisés de guerre, et puis il a travaillé ensuite avec des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, des polytraumatisés, psychiques, physiques et autres. Et là, il a développé l'hypnose à fond, en traitement PTSD, stress post-traumatique, en gestion de la douleur, etc., etc. Il s'était marié une première fois, 3 enfants, dont Carol Erickson, qui professe encore aujourd'hui l'héritage de son père. Il s'est remarié ensuite avec une étudiante en psychologie, Betty Alice, qui était sa fidèle compagne et la détentrice de tout l'héritage ericksonien aussi, qui a pratiqué avec lui, un peu comme assistante, mais aussi sa propre pratique. Il a encore rajouté 4 enfants, 4 enfants, 5 enfants, dont Roxana, qui était à Paris au congrès fin août et qui est absolument merveilleuse. Quand on les voit faire, la plupart ont fait une carrière en psycho ou en médecine. Quand on les voit faire, on voit le père quand même derrière encore. C'est assez chouette de pouvoir travailler avec des gens comme ça. Donc il y a cet humanisme, cette bienveillance, cet esprit d'observation permanent, et quelque chose que dans une autre approche vous trouverez difficilement, c'est le fait que ça soit irrigué par le vécu absolument incroyable d'un homme qui s'est sorti de quelque chose qui le condamnait à la paralysie à vie, à une mort jeune, à un fauteuil roulant poussé systématiquement par quelqu'un. Donc, alors, il a eu de la chance, il a un corps qui a répondu, et il a quand même découvert que l'esprit peut révéler des ressources absolument insoupçonnées. Et quand Erickson faisait état de son histoire, mais faisait surtout état de sa pratique, parce que sa pratique, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il disait, l'hypnose, je ne peux pas vous l'enseigner, je vais vous la faire vivre, et quand vous l'aurez vécue, vous pourrez la faire revivre à quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous enseigne? Si on parle de l'inconscient, la définition ericksonienne de l'inconscient, alors on a enterré Freud pour de bon, le ça, le surmoi, il y a le conscient, il y a l'inconscient. L'inconscient, c'est tout ce qui n'est pas conscient. C'est simple, hein? Alors, la réponse des détracteurs, c'est oui, mais dans ce cas, comment pouvez-vous nous parler de quelque chose dont personne n'est conscient? Alors, on a des signes. L'inconscient, ça se manifeste beaucoup par le corps. Je pense qu'il n'y aurait pas de synergologie enseignée à l'Uni aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Erickson. Parce que cette lecture du corps, des signaux du corps, selon les modifications d'état de conscience, il a été un des principaux artisans de cette lecture extrêmement fine. Une observation, mais minutieuse, ce qui fait qu'en ayant accueilli un patient, une patiente, au bout de 5 minutes, il avait des indications, on le prenait presque pour un médium. Mais comment pouvez-vous savoir ça de moi? Écoutez, votre corps le manifeste. Il écoutait quelqu'un parler. Dans les États américains, on voyageait beaucoup à cette époque, on bougeait beaucoup. Il était capable, en écoutant comme une personne prononcer les mots, il était capable de dire, vous avez dû naître dans cet état, ensuite vous avez été à l'école primaire en Floride, et puis ensuite vous avez dû déménager puis faire votre secondaire plutôt à New York. Sortez-moi votre boule de cristal tout de suite. Où est le marc de café, les ailes de chauve-souris? Non. Il écoutait, et les accents, il les connaissait un petit peu. Les accents correspondaient à l'acquisition du langage progressivement je sais pas, de 1 à 3 ans, de 3 ans à 5 ans, de 5 ans à 8 ans. Il y avait des tranches d'acquisition, et selon les mots qui étaient prononcés avec certains accents, il était capable de dire que ça avait été appris dans tel état, et ça dans tel autre. Imaginez faire ça avec les cantons suisses, ce serait assez drôle. Vous êtes né à Berne, ensuite vous êtes parti au Tessin, et après vous êtes revenu à Genève. Ça serait quand même assez drôle, juste parce que la personne prononce des mots avec certains accents. Donc, 2 yeux, 2 oreilles, 1 bouche, c'est pour écouter et pour observer 4 fois plus que pour parler. Donc il n'y a pas d'hypnose sans une observation absolument incroyable, ce qui fait qu'on peut accompagner une séance en échangeant
aucun mot avec la personne qui vit sa transe, mais en étant juste bien calé sur tout ce qui va se lire sur son visage, tout ce qui va se lire, s'afficher dans sa façon de respirer, dans les modifications de l'amplitude respiratoire, les mouvements oculaires rapides, les tressaillements, les mouvements cloniques, etc. Des choses un peu stupéfiantes. Quand vous faites bouger un bras sous hypnose, ça fait une roue dentée, parce que l'inconscient, lui, ne sait pas piloter un bras comme ça de manière fluide. Donc le mouvement, on a l'impression que c'est difficile jusqu'à ce que ça arrive au visage. Allez, un peu de légèreté, il faut suggérer sans cesse que ça puisse se faire, et ça se fait. Parce que quand l'inconscient essaye de faire manifester par le corps, qu'on puisse le voir dehors, à l'extérieur, une expérience qui se vit à l'intérieur, il n'y a pas photo. Les gens qui truquent, les gens qui font semblant, les gens qui veulent bien faire plaisir à l'inducteur, ça se voit. Donc il y a des signes, c'est beaucoup d'observation, beaucoup d'écoute, et surtout beaucoup de présence. Là, je suis vraiment dans la rubrique « Qu'est-ce que c'est comme connaissance, l'hypnose ?» Si vous êtes là, l'autre peut partir où il a envie de partir, vivre l'expérience qu'il a l'intention de vivre, parce qu'il sent que vous êtes là. Et ce n'est pas parce que vous parlez que l'autre sent que vous êtes là. Il y a une synchro qui est extrêmement fine. On appelle ça de la communication approfondie. C'est de la communication dite d'inconscient à inconscient. Ça va relativement loin. Et encore une fois, tout ne peut pas s'expliquer, mais ce n'est pas parce que ça ne s'explique pas que ça n'existe pas. On en arrive à des synchronicités de pensée. Vous êtes en train de développer une métaphore fermée, c'est-à-dire que la personne vit sa transe, et puis vous racontez un petit peu des trucs pour qu'elle puisse naviguer un peu dans vos suggestions. Elle vit ensuite ça à sa guise à l'intérieur. Et puis vous êtes en train de parler de... Voilà, et puis il y a ce monsieur qui arrive avec sa grosse Mercedes noire. Puis là, vous avez l'autre en face qui ouvre les yeux, qui dit « Mais comment vous savez que j'ai une Mercedes noire ?» Alors ça, c'est juste des exemples. Mais il y a des synchronicités comme ça, vous ne devenez pas télépathe, c'est pas de la magie. Relisez Jung, regardez les gens qui ont développé la science des synchronicités, ça se pilote pas, ça se fait, quoi. On prend, c'est cadeau. Si la personne se dit « Mais vous êtes en train de dire ce à quoi je pense », ou alors c'est l'inverse, vous êtes en train de penser très fort à ce que vous aimeriez lui dire, et puis elle est en train de vous le dire. Prenez-le juste comme c'est vraiment une mise en synchronisation de deux cerveaux. Et puis il n'y a quand même pas tellement de mystère dans cette histoire. Avant la pause, je voudrais juste vous rappeler des choses fondamentales. Quand vous passez un électroencéphalogramme, on vous pose des pastilles, des électrodes sur la boîte crânienne. Personne ne vous enfonce des aiguilles dans le cerveau. Si on vous a fait ça, vous pouvez porter plainte. Donc on vous pose des pastilles sur le crâne, on allume une machine, alors soit on vous parle, soit on vous laisse tranquille, on vous laisse somnoler un peu, soit on vous passe des images pour voir provoquer des choses et tout. Puis vous avez des aiguilles sur une feuille, puis ça crépite un peu comme ça, et puis ça fait un tracé, on dirait un détecteur sismique, et tout d'un coup il y a un tremblement de terre. Quand on vous montre une image un petit peu féroce, une histoire un peu, une image un petit peu que vous n'avez pas envie de voir, ou tout d'un coup quelqu'un vous raconte un truc pas très sympa, vous avez le stress immédiatement qui s'affiche. On dirait un tremblement de terre sur l'électroencéphalogramme. Ou alors on vous laisse faire tranquillement, on vous induit en hypnose tranquillement, puis vous passez en onde alpha, puis après vous rentrez petit à petit dans cet état d'hypoconscience modifié, et puis vous avez le tracé qui se modifie au fur et à mesure des suggestions. Puis tout d'un coup, ça y est, vous êtes sur un truc que vous commencez à régler, l'inducteur ne sait pas sur quoi vous êtes, ça commence de nouveau à s'affoler. Vous n'avez pas d'électrode dans le cerveau, ça lit quoi les pastilles qui sont sur le crâne? Il y a beaucoup de choses qui circulent comme ça. Et l'hypnose, curieusement, encore Erickson, puisqu'on parle de lui, c'est de l'hypnose ericksonienne, une des choses qu'il répétait sans cesse, c'est « Ok, vous allez hypnotiser quelqu'un, donc vous allez avoir en face de vous un patient qui est à moitié inconscient, mais vous, thérapeute, vous restez à moitié conscient. N'oubliez pas. Donc si on fait un petit peu la formule, un qui est moitié inconscient, l'autre qui est moitié conscient, il semblerait que les deux sont un peu dans le même état. Et effectivement, si vous savez, vous, rentrer dans un état de conscience modifié, mais pas être complètement barré, parce que sinon il n'y a plus de thérapeute dans la salle, mais si vous savez vous mettre dans cet état que vous avez expérimenté, parce que pour moi, une bonne praticienne ou un bon praticien maîtrise quand même passablement l'auto-hypnose, déjà pour avoir exploré un peu ses propres ressources d'inconscience, et pour savoir créer cet état, croire en cet état. Si vous avez un doute, je vous garantis que vous aurez bien du mal à hypnotiser quelqu'un. Parce que votre doute va se transférer. L'autre en face a besoin de détecter de la rassurance, de la sécurité, de l'aplomb. Un doute, ça se transfère. Donc c'est un peu particulier, c'est une mise en phase. Ce ne sont que des mots, oui, mais des hypnomots. Il y a des fusibles à mettre, il y a des précautions à prendre, il y a des exclusions.
Vous avez des gens en face de vous qui sont dans certains états, l'hypnose, éthiquement, est totalement contre-indiquée. Dans tous les manuels, vous verrez ça, l'hypnose est contre-indiquée dans les troubles dissociatifs, l'hypnose est contre-indiquée dans la consommation de substances tant que la personne en face de vous n'est pas vraiment sevrée, parce qu'elle est de toute façon déjà dissociée. C'est pas la peine d'essayer de la dissocier plus, ce qu'elle prend, ce qu'elle boit, ce qu'elle mange, l'a déjà dissociée. Et puis, chez les personnes à risque de passage à l'acte, parce que c'est un peu comme quand on donnait des anxiolytiques à tire-larigot sur des dépressions, des subdépressions qui maintenaient encore quelque chose sous cloche, on levait l'inhibition de l'anxiété, etc., puis la personne passait à l'acte, et puis aussi par la fenêtre du même coup. Donc on a appris à devenir un peu prudent. J'ai quand même un passé en blouse blanche, donc j'ai pas fait de l'hypnose juste comme ça pour être humaniste et puis pour transmettre la bonne parole. La psychiatrie, c'est une école un peu dure, où on voit des choses assez dures quand même. Donc, des précautions d'usage, mais maintenant, selon comment on utilise l'hypnose, parce que je n'ai même pas demandé la question habituelle, combien de professionnels de la santé dans la salle? Professionnels de la santé médicale? Profession de la santé psychologue? En voie de, ou para, psychopédagogue, assimilé, ça rentre dans les critères des instituts RICSEP, infirmière, la grande rubrique sociale, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, assistantes sociales et autres, ok, physio, kiné, ostéo, éthio, et ensuite la rubrique beaucoup plus large, massothérapie, reiki, médecine traditionnelle chinoise, méridien, naturaux. Pas de naturaux, pas. Ah. Généralement, il y en a toujours au moins une dans la salle. Bon, donc pas mal de gens qui sont de près ou de loin quand même liés au monde de la santé. Des gens qui viennent juste pour lever le mystère un peu de l'hypnose. Des usagers de l'hypnose, des gens qui ont vécu ou qui aimeraient aller voir quelqu'un qui pratique l'hypnose. Vécu, ok, qui ont eu l'intention de le faire mais qui ne l'ont pas encore fait. Ah, ouais, ok. J'aime bien, c'est assez hétérogène. Donc j'ai raison de... Je ne vous connaissais pas, mais je trouve que j'insistais quand même un petit peu beaucoup dans la neuro, dans le côté blouse blanche et tout. Ça s'appelle un effet de champ. Parce que sinon, j'aurais pu partir beaucoup plus sur ça. C'est un grand outil de connaissance de soi. C'est un grand outil de développement de ses ressources insoupçonnées. Et ça, c'est la page suivante après la pause. Parce que la profession, ça, c'est, voilà, on fait quelle formation, il faut combien d'heures, qu'est-ce qu'on doit lire, qu'est-ce qu'on doit faire, on doit aller où pour se former à l'usage de l'hypnose selon ce qu'on veut en faire ensuite au niveau professionnel. Donc ça sera vite fait, ce sera le final. Mais on va passer un petit peu de temps ensuite sur ça. Et puis, je ne sais pas encore si j'aurai physiquement le temps. C'est prévu que je fasse une démo. Je déteste ça. Mais en fait, il faut en faire une. Ou alors, si je vous fais vivre quelque chose, les yeux fermés, en groupe. Mesmer, c'est pas mon prof. Je suis pas mesmérien. Sauf le Mesmer du fluide magnétique de fin 1700, début 1800, avec le Baquet et tout ce qui s'ensuit. Ce Mesmer-là a contribué à l'apparition de l'hypnose thérapeutique, mais l'autre Mesmer, vous sentez vos paupières très très lourdes maintenant. Plus personne ne résiste à l'injonction des paupières. Non, ça je sais pas faire, j'ai jamais appris, donc je le ferai pas. Une pause, on reprend à -10, si vous voulez bien, à tout à l'heure. Vous êtes là avant l'heure. C'est exceptionnel, ça, quand même. C'est parce qu'il est tard. Hein. Je sais pas. La double nature des choses. La relativité des choses. J'aimerais mettre un spot pour voir le fond. Les gens du fond, vous pouvez fermer les yeux et tout, je vous vois pas. Hein. Ou les garder ouverts. Bien. Il faut signaler quand même, j'avais dit, je sais pas, -10, je crois. Puis c'est 3 minutes avant -10. Il manque quelqu'un. Ouais, je fais un petit peu de tour de chaud. Je dirais rien d'essentiel, promis. L'essentiel a déjà été dit. Le reste, on répète.
on connaît ce genre de prestation et on se connaît. Ça, c'est de la violation systématique du métamodèle. Langage de précision, il traîne quelque part au fond. De quoi parle-t-on? Ce type d'échanges, qui n'en sont pas, parce que c'est un monologue jusqu'à maintenant, je suis un peu gonflé d'appeler ça un échange, il y a toujours le parent pauvre qui traîne au fond et qui consiste en, une fois qu'on a 10 minutes de retard déjà sur la fin prévue de la conférence, au fait, il y a des questions, alors voilà, je vous écoute, puis tout le monde est déjà en train de chercher les clés de la voiture, de se dire, bon sang, c'est déjà cette heure-là, et je trouve dommage. Donc je vais faire un truc, je fais à l'envers aujourd'hui. On m'a dit, mais Thierry, on te reconnaît pas, tu fais pas comme d'habitude, tu fais pas ce que tu nous fais autrement. Tant mieux, je me renouvelle. Vous ne savez pas, puisque c'est la première fois, à quelques exceptions près, que vous m'entendez. Donc je vais faire encore un truc un peu anachronique, chaotique, à l'envers. Maintenant. Poser des questions maintenant. Si je peux y répondre, j'y réponds. Sinon, on cherche une réponse ensemble. Et puis, j'enchaînerai sur éventuellement la fameuse démo et puis le côté évolution personnelle. Il y a déjà des questions sur la première partie? Ou des questions sur autre chose? Et l'ancrage de la PNL? Si. L'ancrage est normalement dans le classeur de cours, c'est une technique. Enfin, c'est un gros morceau, c'est un gros chapitre, puisque avant même que la PNL n'ait décidé de définir ce que c'était, et avant que des thérapeutes ne travaillent sur les empreintes, les intégrations, les introjections, les empreintes, enfin vous appelez ça selon l'obédience que vous traversez, vous appelez ça différemment, on en a fait un travail spécifique, une technique. Mais avant d'en faire une technique, de l'expliquer dans un manuel de cours, nous avons tous été imprimés par des expériences de vie, plus ou moins fortes, plus ou moins positives ou négatives. Le curseur se déplace de moins 50 à plus 50, si on veut faire une réglette, de moins 10 à plus 10. Donc ces choses-là, elles sont ancrées en nous. Donc que ce soit avec de l'hypnose ou une autre approche, l'hypnose est assez radicale effectivement pour ça, on peut retourner sur quelque chose qui a été ancré, puis on peut réexaminer la manière, où, comment, pourquoi ça a été ancré de cette façon. On démonte un petit peu. N'oublions pas que Palo Alto, c'est quand même une école qui a été néo-constructiviste, constructiviste, néo-constructiviste, behavioriste. Je dirais même ensuite déconstructiviste, si vous lisez Václavitch dans le texte jusqu'au bout, c'est de la déconstruction au bout d'un moment. Donc, ça c'est le petit côté référence théorique, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc l'ancrage reste une technique sur la base de quelque chose qui a été constaté. Les gens vivent une expérience traumatique ou une expérience qui est un ancrage ressource, et plus tard, quand il est nécessaire de revenir dessus, on peut revenir dessus. On peut aussi faire vivre une expérience positive à quelqu'un, et au moment où elle vit ici, maintenant, cette expérience positive, on va juste demander à cette personne d'y mettre un mot, d'y mettre un son, d'y mettre une couleur, d'y adjoindre un geste, d'exercer une pression, de la poser quelque part. Alors avec l'hypnose, ça facilite encore une fois le travail. Et cet ancrage, c'est un peu comme un bouton supplémentaire sur le clavier corporel. Et puis cet état interne positif, cet état ressource dans lequel la personne se trouve, plus tard, lorsqu'elle en a besoin, elle appuie, et elle réactive l'état ressource dans lequel elle a été pendant la séance. Donc vous devez savoir créer un état ressource, ça se calibre, ça se demande, ça se mesure, il y a des échelles, et puis ça se remarque. Je peux vous garantir que, bon, en formation, comme je fais beaucoup de démos, parce que c'est comme ça que ça passe, tout le monde y passe, tout le monde le vit, à des degrés divers et variés, je fais même venir des patients qui acceptent le jeu. Donc on est en live, on voit ce qui se passe avec quelqu'un qui n'a pas appris tout ça. Et en fait, c'est un travail assez permanent, le travail sur les ancrages, etc. Et quand la personne vit quelque chose, vous sentez, il y a un changement d'énergie à l'intérieur de la personne, vous vous rendez compte à quel moment, pouf, si c'était le jour, si elle était disposée à ça, si tout l'amenait à vivre cette expérience, tout d'un coup, il y a un retournement qui se fait à l'intérieur. Vous le sentez, vous êtes à côté, vous êtes en synchro, vous le sentez avec la personne. Et dans la salle, parfois ça se remarque, ça se voit, il y a une différence de configuration du visage, il y a quelque chose qui vous le montre, ou alors ça s'exprime. C'est selon. Donc, il n'y a pas de différence entre hypnose et ancrage. On met la personne dans un état de conscience modifié pour travailler différemment. On utilise un discours un peu différent, qui est le Milton Model, qui est le langage inductif. On induit l'hypnose. Une fois que la personne y est, on accompagne l'hypnose.
Vous avez des gens comme Rossi qui sont très zen, qui sont très minimalistes, qui disent peu de choses, avec un effet observé, une suggestion, un effet désiré, et ensuite ils laissent le patient 5 minutes, 6, 7, 8, 9, 10 minutes, sans rien dire, juste le travail se fait, et on voit les choses qui se passent, etc. On n'a pas besoin de parler tout le temps. Pas bonimenteur. Si on a une logorée jamais traitée, c'est bien, ça peut être à disposition pour faire de l'hypnose de saturation. Mais si on a peur de ne pas trouver ces mots, on peut la faire très zen. On peut sortir juste ce qu'il faut au début, au milieu et à la fin. Et ça va très bien aussi. J'ai fait des séminaires où j'étais avec des gens qui venaient de contrées très lointaines et le formateur nous disait de faire de l'hypnose des inductions dans notre langue natale, enfin dans notre langue d'origine. Donc vous vous retrouvez à induire un japonais qui comprend rien au français, et puis vous vous retrouvez avec un Mexicain qui vous l'a fait en mexicain, alors vous comprenez rien non plus, et ça marche. C'est le principe de l'intention qui prime, le non-verbal prime toujours sur le verbal. Donc tout ça pour dire que l'hypnose c'est un grand truc particulier, une communication particulière, un état particulier, et l'ancrage c'est une technique. Vous pouvez faire de l'ancrage PNL sans hypnose, mais j'ai toujours tout sauté un peu parce que moi j'ai appris la PNL dans l'hypnose et inversement. Donc aux États-Unis on ne dissocie vraiment pas les deux. Si vous voyez faire Bandler, hormis le côté psychopathe terrifiant qu'il était avant de se calmer, de vieillir un peu, les ongles noirs, la queue de cheval, la Harley, le hard rock et les accusations de meurtre chez les Hells Angels, ça c'était Bandler quand même. Il ne faisait jamais de PNL sans qu'en face de lui il y ait un sujet qui soit très très directement en transe. C'était lié. Oui. Oui. Ah. Au vaudou ou à la drogue. Alors c'est un mot anglais. Chez les anglophones, trance, c'est communément admis, c'est l'état hypnotique. Mais quand on le ramène en français, c'est vrai que en milieu francophone, quand on parle français, la trance induit des histoires de vaudou, de prise de substances, ou alors la musique, la trance music, etc. C'est connoté. Donc on évite de parler de trance, sauf quand on a commencé une formation et qu'on sait que la trance, c'est l'état hypnotique, c'est l'état de conscience modifié. Donc le mot n'est pas rigoureusement réservé à la prise de drogue ou à quoi que ce soit. Si vous allez en milieu anglophone, vous n'entendrez parler que de trance avec des inductions. Bandler, c'est trance now. Boum. Bon, ben voilà. Eux sont à l'aise avec ça. Alors oui, la transe chamanique, on a vu des reportages, on a lu des choses sur ça. C'est presque un domaine réservé. Accueillir un esprit, parler avec l'autre dimension et tout. Mais ça, c'est le folklore qui fait que parfois... Enfin, c'était nos ancêtres, hein, les chamans. Avant que ça soit des hypnopraticiens, des hypnothérapeutes ou ce que vous voulez, c'était des chamans qui parlaient avec l'invisible. Et nous, on parle avec l'inconscient. Je vous laisse imaginer le pas qu'on a franchi. Mais c'est quand même validé par les neurosciences. Les chamans n'avaient pas ça. Donc, ok pour la question, il n'y a pas de différence. C'est une technique incrustée dans un champ de pratique un petit peu large. Par contre, vous pouvez ancrer vos progrès en hypnose. Vous pouvez ancrer l'état hypnotique et après, quand vous faites de l'auto-hypnose chez vous, vous fermez juste les yeux, vous comptez jusqu'à 5, 3 respirations profondes et pouf! Quand vous en avez bien fait souvent, ça va à une vitesse. Il y a une technique très simple qui est inspirée des chamans, désolé, mais ils nous ont donné beaucoup, qui fait se centrer sur un point au milieu du cerveau, focalisation très rapide, et vous liez ça à la fermeture des paupières de plus de 5 secondes. Fermeture des paupières de plus de 5 secondes, parce que quand on cligne des paupières, ou même quand on se les frotte un peu, c'est rarement plus de 5 secondes. Donc vous enclenchez, vous liez l'enclenchement d'un état de transe, d'un état d'entrée en hypnose, à une fermeture des paupières de plus de 5 secondes. Alors, ce sont des anecdotes qu'on connaît tous en formation, mais faites attention à ce que vous manipulez. Une fois que vous savez, c'est très vite fait. En 3-4 jours, on sait induire un état hypnotique et on sait sortir une personne d'un état hypnotique et on sait faire durer un état hypnotique. On ne sait pas encore quoi faire thérapeutiquement avec, mais on peut très vite apprendre à induire, à déduire et à enduire et à faire ce que vous voulez au niveau de l'hypnose. Ça, c'est pas très compliqué. Et puis, il y a des gens qui ont voulu s'amuser avec ça. Si je commence les anecdotes, on en a encore pour jusqu'à minuit. Mais par exemple, vous avez vu des lévitations, des catalepsies, puisque Erickson faisait beaucoup bouger les bras, Rossi le fait beaucoup aussi. La plupart des gens qui apprennent l'hypnose passent par cette maîtrise des antagonismes musculaires parce que ça crée des réactions particulières au niveau des hémisphères cérébraux. Un monsieur avait ancré quelque chose comme ça pendant la séance. Il tenait la barre et enfin il était stable et enfin ça arrêtait de bouger dans tous les sens.
il était un peu vertigineux et tout, il s'est tenu comme ça, c'était à Paris. Ce monsieur a pris le métro à la fin de la journée de cours pour rentrer chez lui, il n'est jamais descendu à l'arrêt auquel il devait descendre. Il a été jusqu'au terminus et on lui a dit « Monsieur, que faites-vous là ?» Parce que de faire ça, il a réactivé son état hypnotique et il est resté comme ça pendant tout le trajet. Et heureusement qu'en sortant, il ne pleuvait pas, parce que s'il avait ouvert son parapluie, il aurait erré dans Paris jusqu'au lendemain matin. Donc, il y a des précautions d'usage quand même. C'est anecdotique, mais ça mérite d'être signalé. À savoir aussi que dans les ancrages, vous avez des gens qui ont vécu parfois une mauvaise expérience hypnotique. Ça peut arriver. Des gens qui ont vécu des choses relativement contraignantes, où on leur a dit qu'on allait faire une petite soirée où on s'amuse à faire de l'hypnose, et on les a forcés, on les a contraints, on a essayé de les pousser au-delà des limites de leur propre éthique et de leurs propres valeurs. Donc ça fait un ancrage extrêmement négatif sur la pratique de l'hypnose. Le jour où vous retrouvez une personne de ce type en face de vous dans votre cabinet où vous pratiquez l'hypnose, cette personne voudrait bien une sorte d'exorcisme de sa mauvaise hypnose. Je ne fais que répéter des propos qui m'ont été rapportés en cabinet. Donc, il y a même des hypnotiseurs et zeuses qui verrouillent l'induction sur leur propre voix, c'est-à-dire que personne ne pourra recréer un état de transe, personne d'autre ne pourra recréer un état de transe. Vous ne réagirez à l'induction que si c'est ma voix, si vous reconnaissez ma voix et si vous entendez le mot je ne sais quoi. Il n'y a que ma voix qui vous fera rentrer dans cet état, aucune autre voix ne vous fera rentrer ni sortir de cet état, vous ne pouvez venir travailler en hypnose que chez moi. Je vous garantis que ça existe. Si on pouvait faire la chasse, pas aux sorcières, mais aux gens qui pratiquent comme ça, il y a quand même des drôles de zozos, des fois, qui traînent dans la nature et qui apprennent des choses en prétendant faire du bien autour d'eux après, mais qui ne font pas tout à fait du bien. Ça existe. Sachez qu'il y a des gens qui viennent parfois vous voir, s'il vous plaît, j'ai eu une très mauvaise expérience, pouvez-vous me déshypnotiser ? Vous avez une littérature sur la déshypnotisation. Et souvent, vous pensez faire de l'hypnose, mais ce que vous faites, c'est que vous réassociez la personne à autre chose en la dissociant d'une expérience négative. Donc voilà, tout ça, ça se fait avec des ancrages, désactivation d'encre, réactivation d'encre, etc., comme la PNL existe. Soit on fait de l'encre sans hypnose, soit on fait de l'ancrage pendant l'hypnose. La transe, c'est réglé. Encore une question ? Deux ? Oui ? Ça, c'est une super question. Alors j'ai répété, Erickson, encore, il est là. Il est là, Milton. Le thérapeute est à moitié conscient et le patient, lui, sera à moitié inconscient. Ah, c'est ça que vous appelez conscient. Précisez conscience. Mémoire, amnésie ou non-amnésie. L'amnésie est considérée dans n'importe quel manuel. Ouvrez, il en existe des super maintenant, vraiment, de manuels d'hypnose clinique ou autres. Alors il y a ceux qui pensent réécrire ce qui a déjà été écrit, faites le tri. Regardez vraiment les gens qui ont un parcours long comme le bras et qui sont en DU d'hypnose clinique, qui sont praticiens, qui sont affiliés aux instituts Erickson. Bon, des gens qui sont quand même censés savoir de quoi ils parlent. L'amnésie est considérée comme un phénomène hypnotique. Rougeur, pâleur, lissage des muscles du visage, amplification de l'amplitude respiratoire, déglutition sonore, larmes physiologiques. Vous avez toute une liste de signes qui accompagnent l'entrée en état d'hypnose. C'est la physiologie de l'hypnose. Elle est inventoriée depuis que André Weizenhofer, qui avait collaboré avec Erickson, a ouvert la première chaire d'hypnose clinique à l'université de Stanford. Et on utilise encore aujourd'hui son échelle de suggestibilité hypnotique qui a été conçue dans les années 60. Donc, il y avait des signes avérés, et l'amnésie est un des signes. La distorsion du temps et l'amnésie, ça se joue à la fin, quand la personne croit qu'elle vient de passer 15 minutes les yeux fermés, et puis elle avait juste mis 30 minutes elle avait mis des sous pour 30 minutes, et puis elle se rend compte que ça fait 1h30 qu'elle est chez vous. Donc il y a une perception du temps on hallucine beaucoup en hypnose. On croit que c'est long comme ça, en fait c'est court, ou on croit que c'est très court, en fait c'est très très long. Puisque c'est de la distorsion perceptive sensorielle, l'hypnose. Mais personne ne vous l'induit, vous la faites tout comme quand vous rêvez, en fait. Donc, l'amnésie, elle peut être là comme elle peut ne pas être là. Vous avez des amnésies spontanées, des gens qui vont émerger. Oh, il suffit que vous fassiez une interruption de pattern à ce moment-là. Vous avez vu, vous êtes arrivé, il faisait soleil, maintenant il pleut, j'espère que vous avez un parapluie. Crac, on tire la prise, on fait une coupure, une interruption de pattern. Là, vous provoquez carrément une amnésie. C'est trop soudain comme bascule.
L'amnésie donc spontanée ou provoquée. Si elle est spontanée, respectez-la, c'est l'inconscient qui décide de mettre un voile de pudeur sur ce qui vient de se passer. C'est fait, on n'a pas besoin d'y revenir. J'extrapole parce qu'on n'a jamais entendu un inconscient nous parler comme ça. Autrement, elle est recommandée, par exemple, quand vous travaillez sur du syndrome de stress post-traumatique, que vous êtes sur des choses assez vilaines comme des séquelles d'abus ou autres, vous faites un travail, on a bien dissocié, on accompagne la personne là où elle va parce qu'elle veut aller faire quelque chose là-dessus, c'est pas vous qui la poussez, et ensuite vous allez suggérer qu'on ferme, voilà, on ferme les portes, on tire un rideau, on s'éloigne, on sort du couloir, on referme encore une porte, on tire encore un rideau, on sort de la maison, on ferme la grille, on ferme à clé, on s'en va, on s'éloigne. On suggère l'amnésie, on éloigne, on éloigne, on éloigne, on recouvre, on laisse s'estomper, on floute, c'est de la submodalité, PNL, on floute, on réduit et on laisse partir. Donc du coup, après, quand la personne émerge, si quelqu'un lui demande « Alors, t'as fait quoi chez ton hypnothérapeute aujourd'hui ?» Je me souviens plus trop. Je sais pas, il a dû faire son boulot. Voilà pourquoi souvent les gens pensent qu'ils dorment. Donc l'amnésie provoquée ou spontanée, ce n'est pas vous qui décidez. Enfin, la provoquée, oui, c'est vous qui la décidez, la spontanée, non. Donc si c'est ça que vous insinuiez en demandant si on est conscient ou pas, la conscience, ce n'est pas que la mémoire. Vous pouvez oublier ce qui s'est passé, mais avoir été très conscient de ce qui s'est passé. Et là aussi, vous l'avez spontanément ou suggéré. On peut suggérer en post-hypnotique que la personne va se souvenir à une heure précise dans la journée qui suit de ça, parce que c'est à ce moment-là qu'elle en aura besoin. Et vous pouvez suggérer que tout le reste, c'est ce que Zweig appelle du scaffolding. Quand vous avez un immeuble en réfection, une maison en réfection, on passe une semaine à monter un échafaudage, à mettre les trucs de sécurité, l'escalier, les bâches, etc. Ok, après il se passe des choses, ça fait du bruit, de la poussière et tout. Puis un jour, on démonte l'échafaudage. Oh, waouh! Personne ne se souviendra de la semaine de montage, de l'échafaudage et de la semaine de démontage. Bah voilà, ça vous pouvez amnésier, vous pouvez laisser partir, on s'en fiche. Encore des questions? J'aime bien les questions. Non, là les gens se disent, bon attends, t'as un truc à faire, c'est une démo, donc tu vas peut-être me faire une démo là, hein? Ouais, je sais pas, groupal ou individuel? J'ai jusqu'à 9h30? Et il faut que je garde encore du temps après 5 minutes pour parler de la profession? Bon, on règle le coup de la profession, puis comme ça on a tout le temps qui reste, d'accord? Pardon? Non, attends, moi je dois rentrer à Genève aussi. J'ai encore de la route et d'autres personnes certainement aussi. Profession. Si c'est une connaissance, je vous en ai donné un bout, j'espère que je vous ai... j'ai essayé de vous cacher que je n'éprouve aucune passion pour ce métier, pour cette discipline. J'ai essayé de me retenir, de rester neutre. Je fais ça comme j'aurais pu planter des tulipes ou réparer des ordinateurs. Voilà. En termes de connaissances, qu'est-ce que ça vous apprend? Alors on peut faire de la phénoménologie, on peut faire de la philosophie, on peut revenir à connais-toi toi-même et tu guériras plus vite, et tu vivras mieux ta vie. Connaissance, c'est surtout une connaissance de soi. J'ai vraiment pas de marqueurs. Si j'ai des marqueurs, je le savais. Si ça représente un humain, très, très schématisé, remarquez qu'il y a des gens qui ont une image corporelle, une image d'eux-mêmes qui est parfois relativement comme ça. Hein. C'est une autre histoire. Si ça, c'est le conscient, ça, c'est l'inconscient. Alors, il y a des gens qui tiennent leur conscient comme un ballon au bout de la ficelle. Ils sont pas très connectés, ils sont dissociés en permanence. Donc, ils ont bien du mal à se réassocier. Et puis d'autres qui sont très associés. Et puis ceux-là, on va mettre un petit peu de temps à les dissocier. Mais c'est un peu le rapport de proportion. Alors, sur quoi je me base? Désolé, il n'y a ni scanner, ni électroencéphalogramme, ni résultat sanguin, ni quoi que ce soit qui nous dit que c'est cette proportion-là. Mais quand on regarde simplement ce que l'inconscient est censé gérer, tous les gestes que je fais, là je viens de faire 2 pas en arrière, je refais 2 pas en avant. Vous vous rendez quand même bien compte que je n'ai quand même pas répété ma prestation au point de calculer les pas que je fais, les mouvements des mains, les hochements de tête et tout le reste. Ça, c'est complètement voilà. Je me surprends à faire quelque chose que je ne fais pas consciemment. Parce que si j'essaye d'être conscient de tout ce qui se passe et de ne faire que du verbal, vous allez avoir un homme qui va vous parler comme ça pendant environ 1h30, mais qui ne pourra pas empêcher des micro-mouvements sur son visage, malgré tout. C'est irrépressible. Il y a une dimension fondamentale de toutes ces choses que l'on ne décide pas de faire consciemment, mais qui viennent
Ah, vas-y, continue. Qui vient étayer un peu le propos, hein. Allez savoir à quoi ça sert. Faut-il vraiment qu'on se sente toujours obligé de convaincre les autres de ce qu'on leur dit pour être reconnu? Paraît-il. Bon, alors si vous me reconnaissez, c'est bien. Si vous me reconnaissez pas, c'est pas grave, je retournerai en thérapie, tant pis. J'en connais des bons quand même. Donc résultat, une connaissance, oui, c'est extraordinaire de se former à l'hypnose. Dites-vous bien que quand vous voyez des séminaires d'auto-hypnose, beaucoup de gens essaient de rentrer dans ce domaine par l'auto-hypnose, parce que c'est un petit peu sans risque. Oui, alors j'apprends à faire un truc pour moi, je ferme les yeux, et puis on me raconte des petites histoires que je vais me raconter après, oui. Mais c'est quand même bien d'avoir vécu une hypnose ou deux, induite, guidée, avec des paliers, avec des fusibles, avec un cadre. Et après, quand vous faites de l'auto-hypnose, quand vous le faites toute seule, tout seul, vous savez quand même un peu par quoi ça passe et à quoi ça ressemble. Sinon, l'auto-hypnose, c'est souvent un peu de relaxation, un petit peu un mix de détente, de méditation. De toute façon, de l'hypnose, je sais pas, vous êtes plongé dans un livre, il peut se passer n'importe quoi autour de vous, qu'est-ce qui se passe après? Vous êtes au moment crucial du film où est-ce que la lumière va s'allumer avant qu'il plante le couteau ou la lumière restera éteinte et il va planter le couteau? Je regarde jamais des films comme ça, mais ça existe. Cette intensité, vous êtes complètement dedans. Ces histoires où vous vous identifiez à un des personnages, ces histoires qui, quand le film est terminé, quand vous fermez le bouquin, ça vous a fait quelque chose, ça a ancré des choses. Ou ça vous fait réfléchir, dans le jour qui suit, les 2 jours, les 3 jours qui suivent, il y a une empreinte, il y a un impact. Tout ça, on peut mettre ça dans le fourre-tout de l'hypnose, ou pas. Mais ce moment de décrochage, vous ne savez plus exactement où vous êtes. Quand vous êtes vraiment pris dans une conversation, vous avez un ami qui rentre d'un safari au parc Kruger, il a pris des tas de photos super. Alors il vous montre la vidéo, les photos, mais il vous raconte le moment où la Jeep, à la sortie du virage, s'est retrouvée nez à nez avec 2 rhinocéros, cornes en avant, très surpris de voir arriver la Jeep, et qui n'ont rien trouvé de mieux à faire que de charger ensemble en même temps. Le type ne trouvait plus la marche arrière, ça craquait, il a pété la boîte de vitesse, on n'osait pas descendre de la Jeep, on pouvait plus bouger la Jeep. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous avez en face de vous une personne qui est bonne conteuse, vous êtes assez vite dans la Jeep et vous voyez arriver les rhinocéros. Je pense. Et du coup, vous oubliez la réalité environnante. Je sais pas, il y a un truc qui est en train de finir de griller sur le feu, il y a un truc qui est en train de couler que vous avez oublié de fermer. Et alors, les rhinocéros? Il a réussi à enclencher la marche arrière au dernier moment et puis partir à toute vitesse dans l'autre sens. Mais il y avait la rivière derrière. Et dans la rivière, il y avait des crocodiles. Donc, il y a une forme d'hypnose qui nécessite, ou alors qui correspond à des gens qui ont un talent de conteur ou un plaisir à être conteur. Erickson avait ça dans sa panoplie aussi. Mais je digresse, puisqu'il était question de parler de métier. Donc une connaissance, si vous ne vous contentez de vivre des expériences d'hypnose, de rentrer en communication avec cette partie inconsciente, et comme le disait Erickson, c'est un supermarché dans lequel vous finirez toujours par trouver ce que vous êtes allé chercher. Donc oui, connaissance pour soi, c'est excellentissime. On fait la différence entre des gens qui ont été initiés à l'hypnose, qui pratiquent l'auto-hypnose pour prise de parole en public, pour atteinte d'objectifs, pour organisation personnelle, pour gestion du stress. La gamme est absolument immense. Oui, pas besoin d'en faire un métier, de s'installer ou quoi que ce soit. Donc connaissance et évolution, je ne sais pas, mais j'ai une petite tendance quand même un peu à lier les deux. Parce que si on augmente sa connaissance de soi, on a peut-être des choix d'évolution différents, d'autres ouvertures. Ça, je ne sais pas. Ce n'est pas le sujet de la soirée. Mais ça reste quand même lié à l'approche de la thérapie brève qui dit que toujours plus de la même chose pour toujours moins de résultats. Donc quand on commence à bien s'achoper à la cause de nos comportements, à nos comportements récurrents qui amènent toujours le même échec, qui amènent toujours la même frustration, qui amènent toujours la même insatisfaction. Quand on commence à savoir remonter à la source, à tourner un petit peu l'aiguillage, fermer le robinet ou à l'ouvrir, enfin peu importe, vous métaphorisez comme vous voulez, mais il y a quand même des chances de réenclencher quelque chose de différent pour une évolution différente. Donc pour moi, celui-ci entraîne celui-ci et celui-ci est lié à celui-ci. Ça c'est pour la partie, je viens apprendre l'hypnose, je viens découvrir ce monde, je viens découvrir une pratique pour moi-même. C'est vraiment, et ça, je ne le dis pas, j'ai systématiquement dans les groupes que je croise à longueur d'année depuis pas mal d'années, j'ai des feedbacks assez unanimes. Thierry, je peux plus parler comme je parlais. Moi, je l'ai dit aussi à mes formateurs. Je peux plus parler comme je parlais avant. Je ne peux plus entendre comme j'entendais avant. C'est affreux.
je veux redevenir comme j'étais avant. En fait, ça transforme beaucoup de choses sur le plan de la communication, qui en fait est cette fameuse capacité d'adaptation à l'environnement qui change sans cesse autour de nous. Donc, il y a des gens qui pourraient témoigner de choses extraordinaires, mais des témoignages, on en trouve dans tous les bons bouquins et sur tous les bons sites. Donc ça, c'est pour soi. Moi, j'ai une gradation qui est un peu différente dans ma façon de présenter parfois les choses. Je dis, il y a d'abord une étape, c'est de soi à soi. Donc même quand vous venez faire une formation pour en faire une pratique professionnelle, quand vous êtes installé, que vous voulez ajouter cet outil, ou quand vous voulez vous installer et vous ne voulez pratiquer que cela, bien sûr, ça répond à des critères. Il faut pas faire que ça d'ailleurs. Il faut rentrer dans des contextes de pratiques qui sont dépendant d'un canton à l'autre, mais il y a quand même des règles fédérales, il y a quand même des exigences éthiques et professionnelles à respecter. Donc, tout dépend ce que vous voulez faire. Si ça reste dans le cadre d'un coaching, de relations d'aide relativement ouvertes, approche centrée sur la personne, life coaching ou quoi que ce soit, donc vous ne prenez pas des gens pathologiques avec des risques avérés de décompensation au passage à l'acte, ça c'est exclu, mais vous pouvez faire des tas de choses très sympathiques. Est-ce que si vous n'êtes pas ni psychologue, ni médecin, ni professionnel de la santé reconnu, est-ce qu'il vous est interdit d'aider une personne de se débarrasser de sa phobie des araignées? Je vous laisse juge. Mais vous apprenez un outil qui peut vous permettre de faire beaucoup de choses. Alors, y a-t-il une interdiction de s'occuper de la phobie des araignées? Les tenants d'études longues comme ça, avec précaution d'usage, vous diront la phobie des araignées, c'est un paravent qui peut cacher autre chose. Donc si tu enlèves l'arachnophobie, tu risques d'ouvrir la vanne d'autres choses qui étaient contenues par l'arachnophobie ou l'onychophagie ou quoi que ce soit, et qui va se déverser tout d'un coup sur ton patient ou dans sa vie. Donc non, tu ne peux pas y aller juste en ayant fait 30 jours de formation et en disant clic-clac, hop, fini la phobie des araignées. Parce qu'on connaît le système du syndrome flottant. On en a vu tous quand on a débuté, on aide les gens à arrêter de se ronger les ongles quand ils attaquent déjà la deuxième phalange, mais 2 semaines après, ils vous flambent un psoriasis de la tête aux pieds. Donc on commence à avoir un peu des précautions d'usage en se disant que tout n'est pas là pour rien. Nous sommes un système auto-organisé en perpétuelle recherche d'équilibre, donc ne touchez jamais à quelque chose sans savoir à quoi ça sert et s'il y a une chose qui va la remplacer, en mieux. Ça, voilà. On vous apprend quelque chose, on vous donne un outil, et ensuite vous allez dans la nature faire ce que vous voulez avec cet outil. C'est vrai que c'est pas bien, c'est pas bien, mais en même temps, Rossi lui-même le dit, la communication hypnotique, en termes de connaissance de soi et d'évolution personnelle, devrait être enseignée dans les écoles à partir du primaire. Maîtriser l'état hypnotique, l'auto-hypnose, etc. Ernest Rossi qui le dit. Donc voilà, si vous voulez en faire une profession, moi je vous donne un programme qui est celui qui est validé par la Fondation Erickson International, qui est celui qui se donne dans les instituts Milton Erickson. Il n'y a qu'une personne qui peut en attester, non, 2, plus celui qui est mon boss là-bas au fond. J'ai tendance, vous avez remarqué que j'ai de la peine à m'exprimer, que je cherche mes mots, que je sais pas trop de quoi je parle en fait. J'ai tendance à donner parfois beaucoup plus que ce qu'on me demande. Parce qu'il y a tellement à en dire. Et j'ai tellement peu de temps pour le dire. Donc vous faites 30, 35 jours de formation, mais ensuite si vous voulez amener ça à des gens qui en auraient besoin, vous devez faire un acte, physio, patho, psychopatho, etc. Il y a du plus après. La formation en elle-même, alors on vous atteste d'avoir suivi une formation, on certifie qu'on vous a vu faire des choses et puis on certifie que vous savez le faire, mais il y a un cadre éthique qui est le vôtre après. Et puis généralement l'autorégulation se fait toute seule. Ceux qui veulent partir, parce que la passion, c'est difficile à cacher, la passion on peut l'avoir, on peut en avoir envie, et puis on y va, et on se prend 1 râteau, 2 râteaux, 3 râteaux, et ça ne change pas, voire ça empire. Donc on s'autorégule tout seul. On se dit, je vais peut-être attendre encore un peu avant de partir là, dans cette dimension-là, ou je vais aller faire d'autres formations. Mais dans le cadre de ce que j'ai appris à faire, c'est vrai que je peux m'occuper de stress avant les examens, je peux m'occuper de gestion émotionnelle, de gestion de la colère, différentes choses qui ne m'obligent pas à faire une psychothérapie. Un processus psychothérapeutique, parce que ça, c'est un autre apprentissage. Et ça nécessite un peu plus de temps, des supervisions, etc., etc., etc. Mais en soi, c'est déjà un très bel outil qui peut être utilisé dans beaucoup de domaines. Voilà pour ce qui est du plan professionnel. Et comme pour l'instant, ce n'est pas interdit, ce n'est pas protégé comme les médecins aimeraient le protéger, il y a des gens qui s'installent et qui pratiquent l'hypnose, hypnopraticiens.
On n'a jamais eu de plainte, on n'a jamais eu de situation pénale, de scandale retentissant ou quoi que ce soit. Donc il y a une autorégulation, et puis n'oublions pas qu'en face, la population qui est vraiment parfois en danger ou qui est vraiment dans des états pathologiques avancés, ce ne sont pas des gens comme ça que vous allez croiser quand vous faites un peu pratique d'hypno-coaching ou autre. Cela reste quand même dans le champ d'un réseau qui est plutôt psychiatrique, donc pas trop de risque d'avoir des compensations psychotiques dans votre cabinet. Ce n'est pas ce que vous allez faire de toute façon quand vous venez de faire une formation et puis que vous faites un petit peu d'expérience et un peu de pratique. Des questions sur le plan professionnel, je sais qu'il y en aura beaucoup, mais vous pourrez les poser aussi à Valérie ou à Catherine à la fin de la conférence. Oui. Oui. Ah. Alors on vous dit, regardez d'abord, regardez où la personne s'est formée, mais bon, ça, si la personne vous dit, je me suis formé à l'Institut français d'hypnose ericksonienne à Paris, et puis ensuite ici, ensuite là, et j'ai fait un séminaire avec... Il faudrait aller vérifier après. Et puis l'IFHE, quand vous allez voir un petit peu ce qu'il y a derrière, bon, je fais attention à ce que je dis, les psychologues, les docteurs en psychologie, les médecins, praticiens en hypnose, ont des listes. Et puis cet institut-là, par exemple, il est hors liste. Alors du coup, vous vous retrouvez à regarder si la personne a un papier venant d'un institut Erickson, parce que les instituts Milton Erickson, les Maniques, Paris, Vaison-la-Romaine, Belgique, Berlin, Phoenix, Arizona, ça c'est juste, c'est la base, celui-là, ça atteste que la formation, c'est une formation critère. Elle est donnée sur un programme établi, contrôlé, régulé, etc. Donc ça vous donne une garantie. Maintenant, en face, vous pouvez avoir quelqu'un il a fait son cursus là-bas, mais il n'est pas très convaincant ou il vous correspond pas. Donc c'est pas toujours gagné d'avance de trouver la bonne personne, mais il faut juste regarder un petit peu l'expérience et puis il faut regarder d'où ça vient. En termes de formation, d'où vient la pratique. Ça permet quand même un petit peu de trier. Vous avez des gens qui n'ont absolument pas passé par ce genre de filière dite critères, dite validante, mais qui vont faire un bien fou à toutes les personnes qui vont les voir. C'est une sorte de prédisposition naturelle. Alors une formation en hypnose, et puis des gens vont bénéficier de cet accompagnement et vont vraiment sentir que ça fait du bien et que ça change après. L'anecdote, c'est toujours de dire, un jour, vous avez deux messieurs qui vont acheter un marteau dans un brico center. Il y en a le même marteau à 12 francs 50, même couleur, jaune et noir, etc. Et tout. Il y en a un qui va rentrer chez lui, qui va finir la clôture autour de son jardin, et puis le deuxième, il va aller frapper chez le voisin, et puis il va lui casser la tête avec le marteau. Et puis c'est bête comme métaphore, mais le lendemain, on n'interdira pas la vente des marteaux. On va pas arrêter de vendre des marteaux. C'est un peu saignant comme métaphore, mais le contrôle absolu, il faudrait vraiment que le législateur dise, voilà, toute personne qui dit pratiquer l'hypnose sans être médecin ou psychologue, psychothérapeute, est hors la loi, est menacée d'amende, d'emprisonnement ou quoi que ce soit. On n'en est pas là. Et puis regardez juste la réalité des faits, quoi. Il n'y a pas de catastrophe. Il y a 2 semaines, j'étais à Annecy avec Olivier Perrault, le directeur de l'association française Nouvelle Hypnose. Ils ouvrent une formation à Annecy, j'ai co-animé une journée hypnose avec lui. Et Olivier disait, lui, il s'est ouvert. Mieux vaut donner une bonne formation à des gens qui cherchent une formation en hypnose, leur donner une bonne formation avec un cadre éthique, même s'ils ne sont pas critères, que de laisser ensuite des gens aller à gauche, à droite, là où on vous demande de l'eau bénite, des gousses d'ail et puis des balles en argent, quoi, pour chasser le mauvais esprit à l'intérieur de la personne. J'exagère à peine, hein. Donc tant qu'à faire, voilà. Il n'y a pas d'exigence critère ici, ce n'est pas une formation. Moi, oui, j'ai mon agrément Institut Fondation Erickson, je sais d'où je viens, je sais un peu quand même en parler, j'ai lu des livres, mais je suis pas le meilleur formateur, je suis pas l'incontournable. J'ai ma façon, j'ai ma patte, j'ai gardé des trucs, d'autres je les aime pas trop, je les pratique pas, mais je reste absolument fidèle à l'esprit de Monsieur Erickson. Et mes sources, vous me prendrez rarement à défaut. Catherine, Estelle, tu peux en témoigner aussi. Quand je cite, j'essaie toujours de dire d'où ça vient, de qui ça vient, qui a fait ça, qui a dit ça. Voilà. Donc ça, c'est pour le professionnel. Si vous faites cette formation, elle vous ouvre des portes, elle suffit en elle-même selon ce que vous voulez pratiquer, ou alors elle vous pousse à ensuite
Ce que je disais tout à l'heure, j'ai commencé à 20 ans, j'en ai 55. Mais je prends plus de séminaires. Je suis plus de cours maintenant. Les supervisions aussi, c'est très important. Sur les questions de reconnaissance, j'ai souvent des questions sur la reconnaissance. Alors ça, c'est le système helvétique, c'est des détails un petit peu, on rentre dans le monde des assurances et autres. Si vous êtes agréé ASCA, l'ASCA va vous envoyer un joli papier en échange de, je sais plus combien, 180 francs, agréé hypnose, parce qu'elle va reconnaître votre formation. C'est agréé ASCA, le nombre d'heures est suffisant, la matière est suffisante, le formateur est lui-même agréé par l'ASCA. Donc voilà, vous avez ça, mais au niveau assurance, 2. Si vous marquez hypnose ericksonienne, hypnothérapie, 2 assurances dans le paysage encore à l'heure actuelle, si vous êtes non médecin. Hypnose pratiquée par un non-médecin. 2 assurances complémentaires. Philos et Intras, anciens contrats avant le rachat par Groupe Mutuel et CSS. Vous voyez, je connais mes pratiques, j'en parle quasiment tous les 2 jours. 2. Donc on rame pour avoir des agréments, des reconnaissances, on s'affilie, etc. pour que 2 caisses veuillent bien encore rembourser. Après, il y a les RME, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, la formation en tant que telle, en nombre d'heures et en descriptif de formation, elle est validante, elle est reconnue. Puis du fait que ce soit votre serviteur qui la donne, j'ai quand même ramé aussi pour avoir mes reconnaissances et bataillé pour avoir mes numéros d'agrément et autres. Donc voilà. Mais en dehors de ça, ça ne suffit pas pour envoyer ça au médecin cantonal. À Genève, nous, il nous faut une autorisation, un droit de pratique donné par le service du médecin cantonal. Sur Vaud ou ailleurs, je pense qu'il doit y avoir un peu de ça aussi. Donc, avec cette formation-là, c'est pas suffisant pour avoir l'agrément et le droit de pratiquer des prestations de santé. Voilà pourquoi on se retrouve à faire un ad physio, patho, etc. Sauf si on est déjà infirmière, physio, si on a déjà un background, auquel cas c'est critères et ça passe. Les questions, vous les posez après quand on boira encore un petit jus de pomme ou un petit café, si vous avez des questions complémentaires. Qui a déjà une idée de sa suggestibilité? Je fais pas de street hypnose, moi, c'est pas ma spécialité du tout. En plus, je crois que j'aime pas ça. Genre, prendre les gens, et ils s'effondrent comme des sacs de patates, ils tombent par terre, on les coince. Je n'aime pas ça. C'est ce qu'on apprend tous au début parce qu'on fait de l'hypnose traditionnelle, mais après, non. Ça prend un peu plus de temps et puis vous verrez que ça passe par d'autres canaux. Mais sans faire 1 heure non plus. Qui connaît un peu sa suggestibilité? Qui a fait un test de suggestibilité hypnotique? Qui se pense très suggestible? C'est personne qui lève la main. Non, je vais pas vous faire venir ici, c'est juste pour savoir. Ils sont tous en transe. Oh, il est l'heure de dire stop, c'est fini, terminé. On vous a jamais fait le truc, genre, vous savez, les mains qui peuvent plus décoller, les doigts qui se rapprochent tout seuls. Vous n'avez jamais fait ça? Allez. Non? Ok, qui c'est qui s'est déjà fait hypnotiser? Qui c'est qui a déjà eu des séances? Donc rappelez-moi à base d'hypnose. Ok. Avec réponse satisfaisante, amnésie, tout ça, des phénomènes hypnotiques. Ouais, avéré. Donc vous savez que vous réagissez. Zut, tu aurais dû me taire. Qui c'est qui sait jouer de la guitare ici? Sur la chaise tout de suite. Qui pense avoir farouchement une certaine crainte encore vis-à-vis de l'état d'hypnose, de l'état hypnotique? Ah oui. Donc j'ai travaillé pour rien pendant presque 2 heures. Valérie, c'est la dernière fois que tu me vois ici, je ne reviendrai plus. Donc, mais c'est bien, ça me satisfait. Ça veut dire que je n'ai pas fait le marchand de tapis pour essayer de vous convaincre que l'hypnose c'est sans danger, c'est bien. C'est pas le but de l'histoire. Quel type de crainte? Ah oui, vous vous excluez toute seule alors du vécu de transe hypnotique. Mais ça peut changer tellement vite. Mais pas en 5 minutes parce que d'abord le travail sur les résistances, c'est ce qui prend le plus de temps. Il faut les accueillir, les valider, leur donner une place, dire qu'elles ont raison d'être là, et puis les mettre à leur place pour qu'elles contrôlent la séance d'hypnose. Donc moi j'aime beaucoup les résistances, parce que ça veut dire pas maintenant, pas comme ça et pas par là. Mais ça quand même, il faut l'entendre. Je parle d'hypnose s'il vous plaît, bientôt la fin de la soirée, mais quand on dit pas comme ça, pas non, pas comme ça, pas par là, pas maintenant,
n'insiste pas en hypnose. On fait d'autres suggestions, on prend du temps, etc. Donc j'entends bien, autre crainte. Ouais, c'est bien ça. Ok, ne pas contrôler. Allez, on prend la bannière du contrôle sur ce qui se passe et on met combien de personnes sous la bannière? C'est un peu ça aussi? Donc vous restez avec cet a priori de celui qui fait pucci pucci, hocus pocus, etc. va mettre des hypnodoigts dans mon hypnocerveau, il va trifouiller dedans. Ça reste une sorte de fantasme encore? Moi je dis des bêtises, vous dites des choses tout à fait sensées. C'est la perte de contrôle sur soi-même. Ok. Alors dans l'approche ericksonienne, il y a fusible et cadre de référence. On demande à la personne d'être vigilante à ce qui se passe, de remplacer nos mots par ses propres mots, de ne pas aller où elle ne veut pas aller, etc. Il y a tout un registre dans le cours qui s'appelle des fusibles qu'on utilise en auto-hypnose après, pas de régression spontanée, patati patati patata. Donc c'est très précautionneux, justement pour respecter ce besoin de garder le contrôle. Et quand on dit à la personne, mais vous allez vivre une transe fractionnée pour vous habituer à ce qui se passe, avec les yeux ouverts en train de regarder ce qui est en train de se passer. Parce que c'est vous qui accueillez ce qui est en train de se passer, vous devrez le faire quand même. Je prends quelqu'un de résistant, ça risque de prendre juste 5-10 minutes de plus. Oui. Moi j'aurais voulu quelqu'un qui est déjà à moitié en transe avant de monter ici, là, sur la chaise. Parce que ça, il y en a aussi. Des gens à qui on met la main dans le dos en disant, voilà, ça c'est le truc habituel, on enlève la main, et puis il y a un magnétisme comme ça et tout, puis la personne, ça se fait sur le spectacle, la personne bascule, et puis on lui dit qu'elle est toute raide, et puis après il faut de l'aide, et puis on la coince entre deux tables. Ça fait encore plus peur. Parce que la personne ne veut pas ce qui est en train de se passer, apparemment, mais on lui fait quand même. Je ne fais pas ça. Sinon, je me tire une balle dans le pied. Mais on peut quand même juste jouer avec une transe fractionnée, une main qui rêve, un bras qui... Je sais pas, on peut faire un petit truc comme ça 5-10 minutes. Ah, je suis un petit peu gonflé quand même, hein. Mais prenons une des personnes qui dit « j'ai encore un petit peu peur de l'histoire du contrôle ». Qui c'est qui aimerait venir contrôler un phénomène hypnotique? J'arrive pas à voir. Plus haut. Ouais. J'ai 2 chaises. 2 personnes. Celle que je ne vois pas, là, qui était trop timide et dont le voisin a levé le bras, volontiers. Et puis... va l'acheter dans cette direction-là, mais sans vous forcer. Non, mais qui c'est qui a cette histoire de contrôle, mais qui a quand même très envie de venir expérimenter quelque chose? 3e chaise, allez. Mais c'est pas parce qu'il y a encore 15 chaises vacantes que tout le monde donne. Sinon, vous restez où vous êtes, et puis je me débrouille comme je peux. On va peut-être voir juste des différences. Ceci, ça va vous permettre aussi de voir qu'il y a des différences dans cette perception. Bravo. Alors, je ne suis pas du tout un homme de spectacle, je suis un thérapeute. Margareta? Votre prénom? Eliane? D'accord. Je complète. Ok. 3 personnes différentes, 3 raisons différentes ou similaires apparemment d'être ici. 6 mains, 3 mains droites, 3 mains gauches. On va rester sur ce qui est assez facile et qui concerne les mains. Vous faites partie aussi des gens qui ont envie de garder le contrôle? Non, vous alors. Touchous. Vous y êtes déjà. Bon, on a échangé. Et vous? Donc on vous a levé la main là-bas au fond. Un petit peu peur aussi de la perte de contrôle? Ok. On va faire un exercice. Je ne peux faire qu'un tout petit quelque chose au niveau des altérations perceptives sensorielles, des modifications perceptives sensorielles. C'est une base fondamentale de la pratique de l'hypnose dite thérapeutique,
puisqu'on ne vous a peut-être pas dit, je ne vous l'ai pas dit, l'hypnose rentre dans le registre des thérapies dites corporelles. On parle, on pense que ça reste par là, mais non. Tout ce qui ne va pas, tout ce qui fait que vous vous sentez parfois un peu moins bien, un peu carrément très mal, ou ça passe beaucoup par le corps. Les ancrages sont principalement dans le corps, les somatisations se font au niveau du corps. Donc l'hypnose ne fait pas l'économie de travailler avec le corps. C'est pas juste des mots et puis la tête qui turbine comme d'habitude, qui mentalise les choses. Ça, c'est zéro. Ça, on sait tous le faire sans aller voir un praticien en hypnose. Donc, il s'agit de corporaliser les choses. Là, on va juste utiliser les mains. Vous en avez deux. J'ai de la chance, j'ai 3 personnes qui ont chacune une main gauche et une main droite. 3 droitières, 3 gauchères, ou j'ai une exception? Droitière, droitière? Bon, ça facilite la chose. Quand on voit la foule, vous d'ici, ça change un petit peu. Donc il y a un petit stress supplémentaire. Vous l'avez déjà géré? Vous l'avez déjà réglé? Pas encore, hein. Moi non plus. Et pourtant, ça fait presque 2 heures que je suis là. Vous? C'est agréable, non? Et pour vous? Très agréable. Vous êtes une bête de scène, vous avez l'habitude d'être sur scène. Hein. Ça se voit. Non. Mais c'est bien aussi. C'est toutes les âmes. Ah. Nous sommes dans des perceptions au-delà de l'hypnose. On est chez les âmes. Ok, le stress est tout à fait normal parce qu'on change, on sort d'une position de sécurité et on se met un petit peu... C'est l'éternelle dialectique de affronter le regard d'autrui, prendre la parole en public, savoir comment se débrouiller avec son corps et tout ce qui s'ensuit. Mais laissez donc vos capacités adaptatives. J'ai affaire à des gens quand même qui ont déjà un paquet d'heures de vol dans la vie, donc elles ne sortent pas là du giron parental en découvrant les choses. Vous avez des facultés d'adaptation qui font que, ok, c'est stressant, mais vous êtes là pour vivre quelque chose pour vous. Et vous vous mettez dans cette bulle. Les gens regardent pour apprendre. Donc vous avez accepté de bien vouloir leur montrer comment est-ce qu'on peut voir quelque chose dans cet apprentissage. Donc merci de leur rendre ce service. Les autres ne l'ont pas fait en attendant. Les autres sont là. Vous êtes là. Donc l'élite. Pourriez-vous juste, pour qu'on fasse rapide maintenant, c'est quoi votre position de confort, mais qu'on voit vos 2 mains et qu'elles soient relativement séparées d'au moins 10 cm. Je vais vous demander juste d'accueillir quelque chose de très simple, qui est peut-être déjà là, qui n'est absolument pas de la suggestion, c'est vous qui percevez simplement ce qui se passe. À votre avis, entre la gauche et la droite, laquelle est la plus prête déjà à se prêter à une expérience sous suggestion? La gauche ou la droite? C'est difficile avec 3. Quand on n'a qu'une personne, on peut cibler, mais avec 3, ça va être un peu différent. Si l'une des 2 mains devait maintenant commencer à se prêter à une expérience que vous contrôlez, hein, de dissociation, vous sentez des différences plutôt à droite ou plutôt à gauche? Vous pouvez décider ou vous pouvez accueillir ce qui se passe. Il faut peut-être que le cœur se calme encore un petit peu parce que je vois son rythme cardiaque. C'est pas encore tout à fait la détente, hein. Mais bon, il fait son travail, le cœur. C'est du stress, c'est de l'adaptation, donc il envoie du sang pour être prêt à réagir. C'est un vieux truc qui est une réponse au danger potentiel. Il n'y a pas de danger. Mais votre cœur se comporte comme il y a des milliers d'années. Il pompe pour que les pupilles soient dilatées, que vous soyez prêt à courir, à vous sauver. C'est absolument incroyable. Il irrigue le cerveau, il irrigue les muscles. Il fait son travail. Très archaïque. Donc c'est ok, il fait son boulot, le cœur. En attendant, les mains peuvent être bien posées. Vous sentez le contact de l'étoffe sous les doigts. Donnez donc juste à vos mains un petit moment de détente. Le cœur peut taper tout ce qu'il veut, les déglutitions peuvent s'accélérer tout ce qu'elles veulent. Laissez les mains juste momentanément faire leur travail. C'est vous qui contrôlez ce qui se passe. Donc j'ai commencé avec vous, mais est-ce qu'il y a déjà une différence de sensation? À droite, chez vous. Chaud, froid, contraction, décontraction, picotement, pas de picotement, inerte, détendu, contracté, tout ce qui fait la différence. Si elles sont similaires, elles sont similaires. C'est le cas chez vous? Même sensation des 2 côtés? Super. Choisissez laquelle des 2 se prêterait plus volontiers à une expérience que vous avez contrôlée. La droite, ici vous avez décidé, et chez vous, c'est similaire aussi, donc vous allez aussi pouvoir décider.
Si maintenant, entre votre fonction inconsciente, par exemple le cœur qui bat tellement vite, et pourquoi c'est tellement difficile de déglutir alors qu'on avale environ 1,6 litres de salive en moyenne chaque jour sans s'en rendre compte et sans faire de bruit? C'est stupéfiant. Et là, tout d'un coup, si elle avait un micro, on entendrait le bruit que ça fait. C'est normal, c'est aussi l'adrénaline, les phénomènes, la physiologie du stress, etc. Les mains sont tranquilles. Elles sont peut-être même les deux dans le même état de détente. C'est vous qui décidez de les laisser tranquilles, avec un léger engourdissement qui vient plus ou moins vite. Il y en a une des deux qui peut s'engourdir plus vite que l'autre. Et comme vous avez choisi, puisque les deux étaient dans un état similaire, vous allez choisir les deux en même temps ou juste une des deux. La droite aussi, la droite, vous avez pris votre décision? La droite aussi? Ok. En termes engourdissement, c'est un mot qui est peut-être connoté, c'est pas très agréable. Si on commence à dire maintenant, vous décidez d'envoyer à vos mains droites, ou d'accueillir, ou d'envoyer le message d'une certaine détente supplémentaire, d'un certain relâchement supplémentaire, d'une certaine légèreté supplémentaire. Si vous êtes simplement dans le même état que celui qui vous amène sur cette scène, mais que vous laissez tranquille cette main qui accepte de vivre une expérience que vous contrôlez, et qui se met en accord avec les fonctions inconscientes, votre inconscient qui est en train de gérer tout ce stress magnifiquement bien pour que vous soyez là quand même, vous allez peut-être constater qu'il y a un tressaillement d'un doigt, ou qu'il y en a déjà eu un, du tressaillement du doigt. Vous allez constater peut-être quelque chose, si je le dis, ça va provoquer d'abord une sorte d'hyper-conscientisation du contact de la main droite sur la jambe, suivi ensuite d'une distanciation. Il se peut aussi que vous avez choisi la droite, mais ça libère la gauche. On peut parfois être surpris de voir que celle qui se lève la première, c'est l'inverse, c'est l'opposé de celle sur laquelle on travaillait. Mais si vous avez envie de laisser cette partie de votre corps tranquille, parce que vous pouvez rester dans votre vigilance, vous pouvez rester dans votre contrôle, vous pouvez rester dans cet état où vous entendez tout ce que je vous dis, mais vous laissez la main tranquille. La main que vous avez choisie, vous la laissez vivre son expérience, elle est capable de vivre une expérience autonome. Ça peut être un doigt qui se lève, ça peut être la main qui se sent plus légère, ça peut être un engourdissement supplémentaire, mais ce n'est en tout cas pas en termes... C'est peut-être parce que je suis juste à côté. Laissez-la faire, et puis si elle a envie de vous montrer à quel point vous êtes là, vous écoutez ce que je dis, il y a ces gens en face de vous, mais cette main vous montre à quel point il peut se passer des choses en vous que vous n'avez pas besoin de contrôler parce que vous décidez de les laisser se faire. Et plus vous décidez de les laisser se faire, et plus vous pouvez sentir de l'air qui circule sous la main. Vous pouvez l'imaginer, ou alors il se peut vraiment qu'il y ait un espace qui se crée entre la main et la jambe. Et c'est très agréable de se rendre compte que ça n'a ça ne présente aucun risque, aucun caractère de dangerosité. Je suis en train de vous laisser vivre le fait qu'une partie de votre corps peut réaliser des choses sans que consciemment vous décidiez que ça se fasse. Et ça vous ouvre des portes absolument incroyables sur des tas de résolutions où vous pouvez confier à l'inconscient la résolution de choses que votre conscient ne résout pas. Donc, soit vous l'imaginez, suggestibilité énorme, je vous laisse continuer à choisir si c'est vraiment la bonne main. Et si vous préférez vivre l'expérience juste sur un doigt, gardez le contrôle sur la main, mais soyez donc curieuse, elle est là aussi la déglutition, c'est tout à fait normal, soyez juste curieuse de sentir un message. On n'a pas besoin de le voir, vous n'avez pas besoin d'afficher quoi que ce soit, mais recevez un message de la partie inconsciente de vous-même qui dit « ce doigt-là, je l'utiliserai volontiers pour te donner un petit signe ». Et c'est pas parce que Thierry Kalfas te dit qu'un doigt va bouger, c'est parce que à l'intérieur, l'inconscient est prêt à envoyer une impulsion à un des doigts, juste pour vous dire, il est possible que je vive aussi des expériences de suggestion pour moi-même, que je puisse ensuite utiliser, appliquer à moi-même, pour un peu plus de légèreté dans certaines situations de vie, pour pouvoir prendre de la distance par rapport à certaines choses, pour pouvoir prendre du recul par rapport à certaines choses. Et c'est juste une expérience agréable, c'est juste une expérience intéressante, c'est une micro-expérience pour vous faire sentir que le contrôle n'est pas exclu, mais juste décider de quelle partie du corps vous laissez vivre cette expérience. Et si vous vous contentez simplement, maintenant, vous vous contentez simplement d'imaginer ce que ça pourrait être, il n'y a jamais d'échec dans ce vécu. Plus la main monte, et plus vous apprenez que vous pouvez faire confiance à votre inconscient et à la partie du corps qui travaille avec l'inconscient. Pour l'instant, on n'a pas de mandat, on ne fait pas ça dans un but particulier, c'est juste se rendre compte que c'est possible et qu'on a tous cette faculté, on vient tous avec un inconscient et avec un inconscient qu'on peut faire travailler. Donc, si madame a encore une bonne raison, si son corps a encore une bonne raison de ne pas
se prêter à cette expérience. Il n'y a pas d'échec. Il y a le message que chez vous, ça peut passer par autre chose. Si vous avez envie de laisser cette main faire le tour de votre âme pour sentir un petit peu des choses dans l'air ambiant, donnez-lui n'importe quelle mission et dites juste que c'est l'inconscient qui fait quelque chose qui lui semble utile en ce moment. C'est vous qui pilotez, c'est vous qui laissez faire, c'est aussi naturel que de respirer. Et si ça ne se passe pas au niveau d'une main ou au niveau d'un doigt, donc il est bien évident que les conclusions de ce genre d'expérience, c'est comme les doigts qui se rapprochent ou pas. Vous avez des gens qui restent comme ça, les doigts ne bougent pas, et vous avez des gens, à peine vous avez fini de dire que ça peut s'attirer, les doigts sont déjà collés. Et vous n'avez même pas besoin de dire qu'il y a de la colle et qu'ils n'arriveront pas à les décoller. Ils n'arrivent pas à les décoller. Ça, c'est de la haute suggestibilité. Il y a vraiment une gradation. Haute suggestibilité, moyenne suggestibilité, basse suggestibilité. Mais ça veut dire qu'on peut s'y prendre d'une autre manière. Si je travaillais avec madame qui me donne un mandat, thérapeutique quelconque, résolutif quelconque, je partirais certainement beaucoup plus sur une construction métaphorique. On co-construirait une métaphore. Elle me donnerait le décor, elle me donnerait le cadre, elle habiterait sa métaphore et elle partirait dans une histoire qu'elle construit elle et dans laquelle je l'accompagne. Inutile de chercher à provoquer un phénomène hypnotique. Vous n'avez pas d'échec dans cette dimension-là. Vous avez des gens qui vous indiquent s'ils ont envie de faire cette expérience de cette manière ou pas. Donc si ça ne fonctionne pas avec une façon d'induire, vous en avez tellement d'autres. En plus, c'est du sur-mesure. C'est un milieu dans lequel on fabrique l'outil dont on a besoin sur la base de l'apport du client. C'est le patient qui amène le matériel et on construit l'outil dans la séance. Il y a des inductions standards, il y a des métaphores standards, mais on est quand même très très fort sur le sur-mesure. Donc, est-ce que vous avez gardé cette similitude dans les sensations? Contraction, décontraction, température, c'est toujours resté similaire? Ok. Imaginons qu'on travaille ensemble, je prendrai volontiers 20 minutes avec vous, mais sans insister sur la main. Je vous demanderai de vous représenter tout ce qui pour vous est de la légèreté. Si vous avez déjà volé, si vous avez déjà fait de la montgolfière, si vous avez une idée de légèreté, est-ce que chez vous c'est plutôt des bulles qui montent comme ça dans l'air ambiant? Est-ce que ce sont des petits nuages floconneux qui sont poussés par le vent? Est-ce que c'est un ballon à l'hélium? Et puis il y a ce bouquet de ballons que les enfants voient et s'imaginent qu'ils peuvent s'envoler avec ce bouquet de ballons. On irait dans un monde où tout est ascension et tout est légèreté. Et vous, au bout d'un moment, trouveriez le truc qui va se communiquer à la main et qui fait qu'elle augmentera encore en légèreté et puis qu'elle sera encore plus prête à vivre cette expérience. Et après, il y a aussi la fonction utilitaire. Je pense que si je vous accueillais, qu'on fasse une anamnèse, je vous tourne le dos, je suis désolé, mais je suis en interaction un petit peu débriefante. C'est agréable, en plus, de laisser la main comme ça, sans fatigue, vous trouvez pas? Si vous essayez de faire ça pendant le même laps de temps, il y a un moment où, bon, je peux la poser, ma main, ou pas. Ça tremblote, il y a quand même de l'acide lactique, il y a tout ça, et puis on a envie de la poser. Là, si je m'en vais, on va pas la laisser jusqu'à demain matin. Mais l'intérêt, c'est que c'est une toute autre musculature. Vous avez déjà fait du gainage, hein, au niveau gaine. Ben, là, en fait, il n'y a aucune fatigue. Parce que, est-ce que vous permettez que je discute un peu avec votre main, juste 2 secondes? Il faut toujours tester. Quand on est courageux, on teste. Donc, elle explore cette main, elle est en contact avec votre inconscient et elle fait l'expérience parce qu'elle avait envie de la faire. Donc, vous allez sentir mon contact. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une élasticité. C'est pas rigidifié, c'est pas une catatonie, une catalepsie ou quoi que ce soit. Il y a une élasticité, mais pas de tremblement. Et comme on n'a pas de fonction thérapeutique et qu'on n'a pas assorti ça, hello, les petits ballons, les petites bulles, ça finit quand même par faire quelque chose. Si je vous avais dit de mettre la main sur une de ces bulles et puis de laisser la bulle simplement vous faire vivre l'expérience, mais ça, si j'avais travaillé juste avec vous et que sur vous, mais vous êtes tout aussi apte à utiliser la suggestion hypnotique que tout un chacun, en passant par d'autres biais. Et aux thérapeutes de savoir aussi calibrer. C'est quoi en PNL? La calibration, la synchro et toutes cette sorte de choses. Vous adaptez, tailor-made. C'est pas une hypnose pour tous. C'est une hypnose spécifique pour chaque personne. Et c'est ça qui fait le plaisir de faire ce métier aussi. Donc, to be continued. Vous décidez de la manière dont vous allez dire « Oh, je te signale que tu m'appartiens, puis j'aimerais quand même que tu retournes à ta place. » Mettez-y ce que vous voulez. C'est un apprentissage. J'ai eu une question sur l'ancrage. Ancrer le fait que cette main droite, avec ce qu'elle vit,
Si d'aventure vous faites de l'auto-hypnose, vous voulez faire un petit peu d'hypnose, apprendre d'autres choses, gardez-la comme un outil précieux pour lui faire vivre des choses, une exploration, une reprise en main, un détachement. C'est vous qui lui donnez du sens. Donc quand on déshypnotise, toujours déshypnotiser la partie qui a été hypnotisée, parce que sinon ça donne le gars qui ne rentrera jamais chez lui. Donc c'est un peu gênant de conduire comme ça, je pense, à moins que vous ayez des automatiques. Donc là, vous laissez juste un influx nerveux, un ordre, dire ok, je bouge petit à petit mes doigts, je reprends le contrôle, il y a du sang qui circule, il y a des messages qui passent, je plie. C'est un peu engourdi? Non, c'est souple quand même. Je peux toucher la température? Ah, j'ai serré la main tout à l'heure, c'est une prise de température. Vous savez qu'il faut toujours prendre la température avant de faire des trucs aux gens. Donc c'était une prise de température. J'avais une main chaude. Là, j'ai une main un peu, vous dites froide, j'allais dire fraîche. Je ne pense pas que la vôtre ait changé de température, non. La vôtre, légèrement changé de température. C'est pas tout à fait la même chose, mais pas objectivement. Si vous touchez sa main droite, c'est vraiment froid. Frais. Hein? Non, les extrémités sont à peine fraîches. Si on vous avait encore laissé 1 heure comme ça, elle aurait fini par être froide, la main. Mais vous, je pense que quand vous rentrez dans ce genre d'expérience, vous pouvez faire quelque chose de très profond après, selon ce qui se passe. Sans risque. Vous pratiquez quelque chose? Je sais pas, mais pas autrement. Cachotière. Non, on n'est pas là pour tout dire. Non, on n'est pas là pour tout dire. Je vous remercie, c'est tout ce que j'ai pu faire ce soir. J'aurais bien aimé en faire encore un peu plus. Mais on est limité par le temps. Super. Donc je vous avais prévenu, je préfère largement ce genre de choses extrêmement délicates plutôt que du gros machin de chute en arrière. Il y a des gens qui le font, hein. Allez les voir, c'est quand même assez impressionnant. Allez vivre cette expérience si vous en avez envie. Mais bon, si vous venez chez moi, on va faire ça dans la légèreté, on va faire ça dans la délicatesse, on va faire ça dans la façon ericksonienne. Donc il est 10h moins 10, super comme d'habitude, j'arrive jamais à finir à l'heure. Mais c'est parce qu'on n'a pas commencé à l'heure non plus. Moi j'étais là. Hein. Est-ce qu'il y aurait encore des questions finales avant que vous ne rentriez chez vous pour un repos bien mérité? J'ai tout dit? Tout était clair? Je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Mais c'est pas grave, moi j'ai passé un très agréable moment. Inutile de vous le cacher. J'aime ça, j'aime faire ça, j'aime en parler. J'aime que les gens découvrent des choses. C'est un apprentissage permanent. C'est absolument fabuleux de voir tout ce qu'on a encore d'insoupçonné à n'importe quel âge, à n'importe quelle époque de notre vie, et de se dire qu'on avait tout ça à bord, que c'était en série sur le véhicule et qu'on l'a jamais utilisé. C'est quand même dommage. Désolé pour les personnes que je n'ai pas pu faire monter sur scène. La prochaine fois, on rajoutera 1 heure. Ou je referai une conférence. Merci en tout cas. S'il n'y a plus de questions, on va encore boire des verres. Il paraît qu'on doit libérer la salle. Donc je ne dois pas rester ici pour les gens qui viendront me poser des questions. Je dois sortir pour répondre aux questions. Donc je vais sortir. Merci.